Bonjour à tous, bienvenue. Il est 9h30 donc, je vous souhaite la bienvenue à cette première web rencontre de l'ADCF. C'est en effet la première d'un cycle de web rencontres qu'on vous propose à partir de cette semaine à l'Assemblée des communautés de France. Alors à la fois d'une part pour gérer la crise que vous vivez déjà depuis plusieurs semaines et d'autre part pour préparer la reprise puisqu'évidemment on va préparer tous ensemble, vous le faites déjà dans vos communautés, le post-déconfinement et ce qu'il en sera dans vos territoires. Je me présente tout d'abord, je suis Cécile Lacoste. Pour ceux qui m'ont déjà croisée sur le terrain, d'habitude je m'occupe des rencontres en présentiel en région de la DCF. Donc naturellement, vous me retrouvez aujourd'hui derrière vos écrans. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, y compris quelques non-adhérents de la DCF qu'on accueille aujourd'hui, puisqu'on a décidé de laisser ce cycle totalement ouvert, l'important étant que vous puissiez partager toutes vos initiatives sur les territoires. Je voudrais voir avec vous quelques règles que je diffuserai fréquemment dans le chat au cours de cette webconférence. Tout d'abord, vous avez pu voir que nous utilisons la solution Zoom. Une petite précision, nous savons qu'il y a eu des petits soucis de sécurité il y a quelques semaines sur cette solution. Aujourd'hui, assurez-vous que nous avons mis en place toutes les barrières possibles, tous les codes, l'inscription obligatoire fait partie de ce genre de sécurité. On ne devrait pas avoir de petits plaisantins qui s'invitent dans cette webconférence. Quelques consignes au sujet des échanges et des questions. Pour ceux qui sont habitués à nos rencontres en présentiel, vous savez que l'idée de ces rencontres, c'est avant tout de vous apporter des informations, mais c'est aussi et beaucoup de faire remonter vos expériences de terrain et vos problématiques sur les territoires pour qu'ensuite, on puisse les faire remonter aux instances de la DCF d'abord et puis au gouvernement par la suite, dans ces périodes où nous discutons beaucoup évidemment sur notamment les problématiques de déconfinement et ce qui va importer les territoires. Je vous laisse regarder au bas de votre écran où vous avez trois petites actions pour ceux qui ne connaissent pas encore la solution Zoom. La première, c'est converser. Il s'agit du chat, vous la connaissez sûrement. On a choisi de laisser le chat complètement ouvert pour converser librement, mais ce ne sera pas le biais privilégié pour les questions-réponses avec les animateurs. Vous pouvez aussi lever la main, c'est-à-dire qu'après les interventions, on ouvrira entre guillemets la parole à la salle, vous lèverez la main et puis on vous donnera la parole. Évidemment, on ne pourra pas donner la parole à tous, mais à certains pour des moments d'échange. Ensuite, vous avez les questions-réponses. Ici, j'attire votre attention. C'est ici que vous pourrez poster vos questions aux intervenants. Ce sera le moyen privilégié que nous utiliserons pour les trier. Et d'ailleurs, vous pouvez voter pour des questions plutôt que de répéter une question qui a déjà été posée. Donc, merci de privilégier les questions-réponses pour des questions écrites, formulées. L'avantage, c'est que nous les gardons et que nous pourrons ensuite vous répondre si toutefois nous n'avions pas eu le temps. Je vous précise enfin que cette web rencontre est enregistrée et sera disponible en replay sur le site de la DCF dès la fin de nos interventions, probablement 2 heures ou 3 heures après, comptons sur cet après-midi par exemple. Et je vous propose que nous commencions dans quelques minutes avec l'arrivée de mes collègues que je souhaite vous présenter si vous ne les connaissez pas déjà. Alors, Simon Moreau, responsable des affaires institutionnelles et juridiques, qui nous présentera en première partie de cette séquence de webconférence un point sur donc les questions institutionnelles que vous pouvez aujourd'hui vous poser dans cette période de crise. Et puis Claire Delpech, qui est responsable finance, fiscalité et habitat à la DCF et qui nous fera un point plus tard en deuxième partie donc, de webconférence à partir de 10h30 sur budget, fiscalité et éventuellement commande publique. Si vous le voulez bien, nous allons commencer. Simon, je peux te laisser la parole ? Très bien. Bonjour à toutes et tous. Alors, c'est vrai qu'habituellement, on est plutôt habitué à vous voir de visu quand on vient dans les communautés qui nous accueillent dans les différentes régions. On va continuer quand même à travailler de cette façon-là pour un peu décrypter le cadre qui a été mis en place sur ce que souvent on appelle le mécano de l'intercommunalité. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose cette webconférence sur ces questions institutionnelles puis financières. Alors, si je partage mon écran, je vais essayer de passer sur le
PowerPoint qu'on vous propose. Et donc, en théorie, vous voyez ce qu'on vous a préparé pour un peu faire on va balayer les textes qui sont parus. Alors, on va parler notamment beaucoup d'une loi d'urgence qui est celle du 23 mars dernier, hein, que vous avez bien sûr suivi, et puis différentes ordonnances qui ont été prises pour son application, de façon à un peu créer un cadre et à le muscler au fur et à mesure de ce qu'il a fallu nécessairement mettre en place parce qu'on avait cet état d'urgence sanitaire. Donc, je ne vais pas revenir sur le fait qu'on est sur un ensemble de choses qui ont été équilibrées du fait qu'on ait par exemple tenu un premier tour mais qu'on ne puisse pas encore tenir le second dans les communes qui sont concernées, et puis donc des textes qui évoluent peu à peu mais qui commencent un peu à se stabiliser. Ils ont pas mal évolué, notamment du fait du travail qui a été fait entre autres par la DCF grâce au retour que nous avons eu de votre part, et merci beaucoup à vous élus DGS et directeurs ou autres qui nous ont fait part de vos préoccupations parce que ça nous a permis vraiment de nourrir la réflexion au moment où ces textes ont été préparés. Après, il y a des choses qui ont été adoptées de telle ou telle façon, mais voilà, ça a permis de mettre les choses de façon un peu plus préparée pour cette période inhabituelle. Alors, je commence sur la partie institutionnelle. Je vais vous proposer 3 temps. Le premier temps, ça va être ce qui concerne les mandats surtout intercommunaux, hein. En gros, qui va être encore en fonction, qu'il s'agisse des membres du conseil ou des membres de l'exécutif. On va balayer un peu ça. Ensuite, il sera question des pouvoirs du président. On est dans une période de pouvoir dit renforcé, on va voir comment. Et puis, je finirai sur un dernier temps de cette partie institutionnelle avant de passer la parole à ma collègue qui traitera des réunions à distance du bureau et du conseil, voir le cas de posé. Voilà. Alors, je commence par les mandats. Ce que je propose, c'est que je déroule les 3 temps et qu'ensuite viennent les questions parce que parfois les choses sont assez liées, c'est parce qu'il y a des mandats, etc. Donc, on commence par les mandats. Alors, les mandats dans l'immédiat, quelle que soit l'intercommunalité, hein, que vous ayez toutes vos élections abouties ou non, le principe, c'est qu'il y a eu prorogation des mandats communautaires qui étaient exercés la veille du premier tour. Donc, les élus que vous avez quittés, finalement, sont encore juridiquement en fonction, même si c'est compliqué de les réunir en ce moment, bien sûr. Et puis, également, ce qui est en vigueur, ça, c'est de toute façon ce que vous auriez eu hors période vraiment inhabituelle, c'est le fait que les membres du bureau, hein, président, vice-président, ainsi que les éventuels autres membres qu'on appelle souvent les conseillers délégués, sont prolongés. Ça, c'est clairement ce qu'on connaissait, c'est-à-dire que même si on avait eu le second tour à venir, ils seraient encore en fonction le temps d'installer leur successeur. Voilà. Je souligne, et je vais le marteler, que ces membres du bureau sont en fonction, y compris s'ils ne se présentaient pas aux élections ou s'ils ont été battus au premier tour, ce qui peut peut-être poser des questions, surtout pour la suite, comme on va le voir. En tout cas, ça permet d'avoir une continuité, notamment dans un moment où il y avait lieu de maintenir l'organisation des services publics et de prendre certaines décisions. Il y a donc prorogation des mandats communautaires, ça vaut aussi pour les mandats municipaux, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on refuse le mandat de ceux qui ont été élus dès le premier tour, hein. L'élection est bien acquise. Et alors là, ce qui a été trouvé par la loi pour concilier les différents impératifs, c'est que leur élection est acquise, mais qu'ils entreront réellement en fonction à une date qui sera fixée par un décret à venir pris selon la situation sanitaire. Et cette date à venir, c'est vraiment ce qui va être un élément déclencheur des périodes à venir. Je vais y revenir quelques fois. Je fais juste un détour concernant les communes, ça vous concerne bien entendu, on est sur de l'intercommunalité, donc les communes sont également dans le jeu. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les communes dans lesquelles le premier tour a été décisif, il est prévu qu'on doive élire les maires et les adjoints au plus tôt 5 jours et au plus tard 10 jours après cette fameuse date d'entrée en fonction de ces conseillers le premier tour. C'est notamment important pour vous, intercommunalités qui comptez des communes de moins de 1000 habitants, où cette étape est nécessaire pour que ça donne ce qu'on appelle l'ordre du tableau municipal, avec donc ce qui permet de connaître les conseillers communautaires dans leur ordre, hein, le maire, le premier adjoint, etc. Alors, j'avance maintenant un peu dans le temps, là, je vais vous présenter ce qui est dans l'immédiat, et on est maintenant à passer sur une période qui va être à partir de cette fameuse date d'entrée en fonction des élus qui ont acquis leur mandat au premier tour. Donc, compliqué de savoir quelle va être la date à peu près. Ce qu'on sait, c'est que ça devrait être courant mai, qu'un rapport sera rendu par le conseil scientifique et que la décision sera prise de la date à laquelle ces conseillers élus premier tour vont entrer en fonction, peut-être fin mai, début juin, fin juin, il faudra voir. Donc, on va partir de cette date-là.
Et premier cas de figure, ce sont les intercommunalités où aucune commune n'attend de second tour. Tout est connu. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le nouveau conseil communautaire, il faudra l'installer au plus tard 3 semaines après la date d'entrée en fonction de ces élus du premier tour. Et donc là, on va retomber sur des choses connues, hein, c'est-à-dire que du point de vue du fonctionnement de vos instances, c'est à cette occasion que vous élirez l'ensemble du bureau, le nouveau bureau, dans les mêmes conditions, après avoir défini notamment le nombre de vice-présidents et des éventuels autres membres. Donc cette situation n'est pas celle qui devrait poser le plus d'interrogations. Ça veut juste dire qu'on reporte un peu plus ce que vous auriez de toute façon fait. Et après, ça donnera l'occasion de faire toute la suite que vous connaissez bien, à savoir reprendre les délégations de fonctions, les délibérations et autres. Donc là-dessus, c'est à grande maille le plus simple, parce que quand on voit vos collègues, en revanche, qui ont certaines communes qui attendent le second tour, la situation est un peu plus inhabituelle et on va avoir différentes vagues qui vont se succéder. Vous voyez sur ce petit graphique que je vous propose, hein, qui vaut ce qu'il vaut en tout cas, sur la première partie entre le 15 mars 2020 et cette fameuse date d'entrée en fonction, c'est ce qu'on voyait, ce sont les élus sortants qui forment un conseil, lequel peut d'ailleurs être réuni grâce aux dispositions qui permettent de faire des réunions à distance dès maintenant, on va les voir après. Donc là, on est là pour l'instant conseiller sortant. Et alors donc, intervient cette fameuse date d'entrée en fonction des élus du premier tour. Donc on passe sur la deuxième barre noire de ce schéma. Et là commence une période de ce qu'on appelle, alors c'est pas du tout dans la loi, hein, c'est de façon un peu le qualifier, de conseil mixte. Certains parlent de conseil hybride, comme on veut. Hein. L'idée, c'est que eh bien, on prend la conséquence, on tire la conséquence, pardon, de l'élection au premier tour de ces élus. Ça veut donc dire que vous aurez à la fois dans ce conseil des conseillers communautaires qui sont élus dès le premier tour et qui donc ont un mandat plus récent, mais les autres communes continuent bien sûr d'être représentées par des anciens conseillers parce que le second tour n'est toujours pas réalisé. Petite complication, si on peut dire à ça, petit ajout en tout cas, c'est qu'on va appliquer à ce moment-là la répartition des sièges qui est valable pour la mandature qui vient, pour 2020-2026. Ça veut donc dire que des communes dont les conseillers sortants seront encore maintenus, faute de second tour, verront leur nombre de sièges changer, potentiellement. Hein. Et notamment, si elles perdent des sièges à cette occasion-là, eh bien, donc, ça veut dire que parmi les sortants, certains vont perdre leur siège à ce moment, donc cette fameuse date d'entrée en fonction des conseillers élus au premier tour. Bon, il n'y aura pas de décision à prendre au niveau local, hein. Ça c'est le préfet qui va en tirer les conséquences. Alors c'est assez compliqué selon les différentes situations que vous avez pu connaître parce que certains y ont échappé, mais d'autres ont quand même connu une fusion, voire 2 vagues de fusion dans la mandature qui s'achève, avec des communes nouvelles parfois. Donc parfois, le lien à suivre depuis l'élection de 2014 est un peu plus compliqué à suivre, et c'est pour ça qu'il y a différentes hypothèses qu'on a un peu détaillées dans une note et que les préfectures auront à suivre, vu que c'est elles qui vont vous dire qui sont les conseillers qui sont à ce moment-là en poste. Voilà. Puis interviendra un jour le second tour, selon l'hypothèse qui sera finalement retenue par le législateur. Et puis, donc là, on passera sur ce qu'on connaît un peu mieux. À une nuance près, c'est qu'une fois que le second tour aura eu lieu, le délai pour réinstaller le conseil définitif sera plus court. Hein. On ne sera pas sur le fameux vendredi de la 4e semaine qui suit le second tour, mais au plus tard, le 3e vendredi, il s'agira d'installer le nouveau conseil définitif. Ça, c'est pour ce qui concerne donc le conseil. Et les mandats, c'est également ceux de l'exécutif, le bureau. Donc je vais reprendre un peu où on en est. Hein. Donc je reviens au 15 mars 2020, au début du graphique. C'est ce que je vous disais, c'est le principe qu'on aurait eu de toute façon, prorogation des mandats de tous les membres du bureau, quoi qu'il en soit. Intervient la date d'entrée en fonction des conseillers au premier tour, cette fameuse date qui sera fixée par décret. Alors, la loi a été rédigée de telle façon qu'à ce moment-là, on nous dit que seul le président et les vice-présidents que vous avez déjà aujourd'hui sont encore maintenus dans leurs fonctions. Ça veut donc dire que, quand on lit à contrario les choses, les éventuels autres membres du bureau perdent à ce moment-là leur mandat au sein du bureau. C'est du fait de la rédaction de la loi. Alors certains vont essayer de trouver des façons de lire les textes pour dire qu'on maintient malgré tout les membres du bureau. Ce qui nous semble le plus sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut estimer qu'à partir de cette date d'entrée en fonction des conseillers élus au premier tour, c'est le président et les VP qui sont maintenus. Mais c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire c'est ceux que vous avez aujourd'hui. Et je répète, hein, c'est y compris s'ils ne se présentaient pas aux élections ou s'ils ont été battus dès le premier tour.
Et donc, ça a pour conséquence notamment que vous pouvez avoir des membres du bureau qui n'ont plus à ce moment-là de mandat de conseiller communautaire. Hein, ce seraient ceux qui seraient issus de ces communes dans lesquelles le premier tour aurait été décisif, ou alors ceux des communes où on attend un second tour, mais comme on applique une nouvelle répartition des sièges, eh bien, ils perdent des sièges et il se trouve que ça peut être le leur. Donc, ils sont quand même encore membres de l'exécutif, mais ils ne siègent plus au conseil communautaire. Donc, je précise bien ça, parce que c'est des questions qu'on a eues à plusieurs reprises. Cette situation n'aboutit pas en soi à surreprésenter les communes au sein du conseil communautaire stricto sensu. Bien sûr, par contre, il y a un peu plus d'élus au sein d'une salle de conseil, par exemple. Ça n'est pas sans poser certaines questions qu'on va essayer d'affiner avec la Direction générale des collectivités locales, notamment de savoir comment on peut adresser les convocations à ces membres de l'exécutif qui ne sont plus conseillers communautaires. Ça semblerait intéressant quand même qu'ils puissent l'avoir. Ils ont une fonction exécutive. Et puis, il y a des petites questions qui peuvent se poser, notamment si le président est concerné et qu'il y a égalité des voix, comment on tranche. Là, il y aura un vide juridique pour l'instant. Voilà. Et donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour finir sur cette question des présidents et des vice-présidents, on peut se poser la question de savoir si ce qu'on fait en cas d'empêchement du président ou des vice-présidents durant cette période, notamment, on a eu quelques adhérents qui nous ont fait remarquer que leur président ne souhaitait pas du tout assumer ses fonctions parce qu'il estimait qu'il n'avait plus de légitimité. Certains ont même déménagé du territoire. Et donc, ce qui est prévu, c'est le réflexe habituel, hein, c'est le premier vice-président ou le deuxième, etc. À défaut, là c'est un peu inhabituel, c'est le doyen d'âge qui le remplace dans la plénitude de ses fonctions. Voilà, c'est ce qu'on peut trouver si durant cette période un peu transitoire, celle du conseil mixte, hein, sur les présidences, on a un souci en cas d'empêchement de toute nature. Et puis ensuite, donc, interviendra bien sûr, une fois que vous aurez installé le nouveau conseil après le second tour, l'élection classique du bureau. J'en finis sur les mandats par rapport à vos représentants au sein de tout ce qui est organisme extérieur, qu'il s'agisse de vos organismes de type syndicat mixte, de type CIAS, mais également associatifs, etc. Vraiment, c'est très large, organismes de droit public ou privé. Là, ce qui a été prévu, c'est que les délégués en fonction à la date du premier tour sont maintenus jusqu'à ce que le Conseil décide de les remplacer. Et là, la date n'est pas clairement déterminée, c'est-à-dire que si vous êtes en mesure de réunir votre Conseil très bientôt, peut-être compliqué, ou par visio en tout cas, ou alors durant la période de conseil mixte pour ceux qui sont concernés, il faudrait voir, rien n'empêcherait apparemment que vous puissiez redésigner vos délégués au sein de ces structures. Néanmoins, des échanges qu'on a avec les territoires et notamment les élus du conseil d'administration de la DCF qui se sont réunis hier, le sentiment qui semble se dégager, c'est que pour ce troisième niveau, souvent de syndicats mixtes ou autres, le souhait, c'est qu'on évite de mettre en marche toute une machine administrative pour déjà redésigner des délégués et des exécutifs de syndicats, alors que dans quelques mois, il faudra refaire la chose. Donc, c'est des choses qui seront peut-être à voir, bien sûr, au niveau local. Alors, voilà pour la première partie sur les mandats. Ça va être plus rapide maintenant parce que c'est des choses que vous avez un peu vues sur les pouvoirs du président. Alors, les pouvoirs du président, ça, c'est une ordonnance qui est passée pour vraiment faciliter le fonctionnement des intercommunalités et de tout type de collectivités locales d'ailleurs, durant cette période. Ce qui a été opéré, c'est la délégation de plein droit de toutes les attributions, ou presque, des attributions du Conseil au profit du président. Ça a pour conséquence notamment que ça revoit l'équilibre de vos délégations antérieures. Si vous n'avez rien délégué ou presque au président, d'un coup, tout lui est délégué. Et inversement, si des choses avaient été déléguées au président, mais aussi au bureau dans son ensemble, ce qui avait été délégué au bureau dans son ensemble, du coup, tombe de ce fait. Depuis la date de cette ordonnance du 1er avril, c'est le président qui a le pouvoir maintenant. Alors, je disais presque toutes les attributions, sauf les exceptions habituelles que vous connaissez bien dans l'intercommunalité, que je vous ai remises ici, pour lesquelles il faut encore réunir le conseil s'il y a une décision à prendre, réunir le conseil, y compris en visioconférence, comme on va le voir. Donc là, c'est les points que vous connaissez bien. Ça, en gros, trait à des questions assez fondamentales comme les questions de vote du budget. Là, on retrouve notamment toute une tradition de parlementarisme en France. Hein. C'est le Parlement qui vote le budget. Et puis également des choses qui ont trait à des grosses décisions comme adhérer à un syndicat, avoir une DSP ou tout ce qui a trait à l'aménagement, à l'équipe sociale d'habitat ou la politique de la ville. Donc en gros, le président ne peut pas décider seul du PLU dans cette période, si j'illustre ce dernier point-là.
Également, on lui a facilité un peu les marges de manœuvre à ce président pour que dans cette période-là, dans le cadre des délégations, il puisse souscrire des lignes de trésorerie nécessaires quand ça n'avait pas été fait. Alors, il y a 3 types de maximum qui sont exposés ici. On en parle avec ma collègue Claire Delpech. C'est à vous de voir lequel vous convient le mieux dans ces 3 maximums. Ce n'est pas cumulatif. Vous prenez l'un des 3 et vous regardez si ce plafond-là vous convient. Donc, je ne vous lis pas ce qui est ici. Vous le trouverez dans le PowerPoint qui vous sera donné ensuite. Enfin, sur les pouvoirs du président, on a bien précisé que tout ce qui décide sur cette délégation un peu inhabituelle, enfin en tout cas exceptionnelle, peut bien sûr être subdélégué par signature, alors soit un vice-président ou un conseiller membre du bureau, dès lors qu'il a une délégation. Et puis, ça c'est habituel au DGS, DGA, des services, DGST, DST, ou les responsables de services qui ont reçu délégation de signature. Enfin, ce qu'on peut souligner par rapport à cette période un peu exceptionnelle de pouvoir renforcer, comme on les appelle parfois, du président grâce aux délégations de presque tout, c'est le fait qu'il y a quand même eu la volonté d'avoir une sorte d'équilibre des pouvoirs dans cette période. Alors déjà parce que on demande au président d'informer sans délai des décisions qu'il prend. Alors particulièrement les conseillers communautaires en fonction au moment où la décision est prise, vraiment on vous dit que c'est sans délai, et y compris au-delà de ça, d'informer les conseillers municipaux et communautaires qui ont été élus dès le premier tour. Et puis l'autre aspect qui montre qu'il y a quand même un équilibre des pouvoirs qui a été voulu, malgré la situation un peu inhabituelle, c'est que le conseil communautaire est toujours en mesure de modifier l'étendue de ces délégations opérées de plein droit. D'ailleurs, on vous dit que dès lors que vous aurez un prochain conseil à venir, c'est forcément un point à inscrire à l'ordre du jour, voir où on en est sur les délégations. Et puis, ce qui a été précisé, qui correspond au droit classique, c'est que le Conseil est toujours en mesure de réformer les décisions prises par le président sur délégation. Et pour renforcer un peu ce contre-pouvoir, si on peut dire, c'est que il faut souligner que l'ordonnance prévoit que vous aurez pour obligation de réunir le Conseil si au moins 1/5 des membres le demandent. C'est une minorité plus ramassée que dans le droit commun. Alors après, il y a différentes conditions qu'il faut suivre. Ça ne peut pas être toujours les mêmes élus qui demandent de réunir le conseil comme ça. Mais on voit bien que tout de même, le conseil peut un peu demander qu'il soit réuni dès lors que, notamment, il aurait pour souhait de revoir l'étendue de ses délégations. Par exemple, il pourrait également décider à ce moment-là de redéléguer des choses au bureau dans son ensemble. J'en finis sur la partie institutionnelle concernant les capacités de réunion du bureau et du conseil surtout, on pense beaucoup à lui surtout en ce moment, pendant les urgences sanitaires. Alors déjà, les règles de quorum ont été allégées, on est maintenant sur 1/3 des membres présents, il manque un S à ma diapo, qu'il s'agisse de personnes que vous réuniriez à distance ou en présentiel, parce qu'on va voir que on peut cumuler les deux selon la situation. Et puis, ce qu'on vous dit, c'est que si ce quorum du tiers des membres n'est pas atteint, alors à 3 jours au moins d'intervalle, vous pouvez à nouveau réunir le conseil, et dans ce cas-là, il n'y a aucune règle de quorum, on retrouve un peu nos réflexes, mais avec donc un seuil plus bas. Également, les pouvoirs écrits ont été facilités. Maintenant, un seul conseiller peut être porteur de 2 pouvoirs, au lieu de un seul auparavant, enfin en temps normal plutôt. Et puis donc, le mérite de l'ordonnance du 1er avril, en équipe à ce que je disais du fait que le conseil, on a quand même souhaité qu'il puisse se réunir, c'est de poser un cadre par visio ou à défaut par audioconférence. Donc c'est écrit tel quel, c'est-à-dire qu'on encourage fortement à ce qu'il y ait une visioconférence. Alors, vous avez différentes choses qui ont été énumérées. On manque encore un peu de retour nécessairement pour voir quels réflexes on peut développer dans ce nouveau cadre-là. Ce qu'on précise, c'est qu'à la première réunion, il faut se débrouiller pour adresser par tout moyen la convocation en précisant bien la façon dont techniquement ça va se dérouler. Toute convocation pour ce genre de réunion à distance doit être précisée que ce sera de façon dématérialisée. Puis à la première réunion, il faudra passer un moment à voir comment, d'un point de vue pratique, on s'en sort, c'est-à-dire comment on identifie qui est là, comment on enregistre les débats, comment on les conserve. Et puis, sous réserve de ce que je vais dire juste ensuite, voir comment on vote. Alors pourquoi sous réserve de ce que je vais dire, c'est que on n'a pas tous les choix possibles. Dans ce cadre de visio ou audioconférence, c'est uniquement un scrutin public qui est autorisé. Alors, soit par appel nominal, c'est-à-dire que telle décision va énumérer les élus et puis oui, non, oui, non.
soit par scrutin électronique si vous avez une solution. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut vraiment assurer la sincérité du scrutin. Si jamais quelqu'un demande un vote secret, il faut reporter le vote à une séance à venir en présentiel. Et ce qu'on vous dit, c'est que la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix, ce qu'on connaissait. Enfin, c'est peut-être quelque chose qui est assez nouveau à mettre en place, peut-être pas facile, c'est qu'il faut bien sûr garantir le caractère public de la séance. Hein, on est sur une séance du Conseil d'une façon électronique, et là, ça va être une des solutions techniques qui vont pouvoir être mobilisées. Donc, voici ce que je pouvais vous donner en guise de matière à décortiquer. Je vais passer la parole à Cécile parce que, vu que je finis sur la question de cette visioconférence et audioconférence, nous également, on va en profiter de vous avoir tous. Là, vous êtes assez nombreux et ça va nous être utile. Si vous souhaitez nous répondre, on souhaiterait vous interroger sur cette façon dont vous appréhendez les visioconférences. Alors, je vais continuer peut-être à faire la lecture de la question. Alors, pour ceux qui voudraient bien nous répondre, hein, on ne va pas pister les gens, juste voir si vous avez déjà un peu mené ces réflexions-là. Comment vous envisagez, vous, aujourd'hui, la réunion du Conseil en visio ou en audioconférence? Vous pouvez cocher autant de cases que vous voulez, tout en restant cohérent. Est-ce que vous pensez, premièrement, y avoir recours à plusieurs reprises? Vous pensez que le Conseil, vous allez le réunir un peu plus qu'une seule fois, vu les équilibres chez vous? C'est compliqué à répondre dans les médias. Ou alors vous préférez attendre que les conditions sanitaires s'améliorent parce que c'est mieux de les réunir en présentiel, aux élus? Troisième question, vous avez choisi une solution technique ou vous êtes bientôt en voie de le faire? Ou quatrième réponse possible, non, c'est pas facile parce que rien n'est satisfaisant. Cinquième réponse qu'on vous propose, ce qui est posé par ordonnance que je viens de vous énumérer, c'est quand même contraignant. Et sixième réponse qu'on peut vous proposer, c'est que ce que pose l'ordonnance, c'est même intéressant pour la suite des choses et peut-être que ce serait intéressant de s'en inspirer pour faciliter la réunion de vos instances pour la suite. Voilà. Donc, si Simon, vous avez le souhait de présenter ça, oui. pendant que les gens répondent au sondage, avant qu'on puisse avoir un petit aperçu de ce qui se fait dans la salle, j'ai une question qui est liée à cette utilisation notamment des audios ou visioconférences, qui est de Céline Domarco, qui nous dit qu'elle va utiliser la même solution ici que nous, qui est Zoom, pour ses conseils communautaires, mais qu'elle a beaucoup d'élus âgés dans sa communauté qui pourront sans doute pas utiliser l'outil. Et elle demande est-ce qu'ils peuvent faire les pouvoirs après la tenue de la réunion si jamais ils n'ont pas réussi à se connecter. Bonjour Madame de Marco. En état de texte, non. C'est-à-dire que les pouvoirs, on a facilité le fait, voilà, on a prévu que un élu pouvait en porter deux, mais on n'a rien changé par rapport au reste. On, c'est le législateur, hein. Donc ça veut donc dire que les pouvoirs, il faut toujours qu'ils soient faits avant la séance. Alors après, s'il y a des difficultés à utiliser les moyens de visio, de ce qu'on comprend des textes, c'est qu'on peut cumuler les deux. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des gens qui viennent en présentiel en nombre faible parce que ce sont ceux qui ont le plus de difficultés, par exemple, à utiliser la visioconférence, permettant d'avoir une salle de conseil avec les gens espacés, et quand même conseiller tous ceux qui sont en mesure de le faire, d'avoir recours à des outils numériques pour rester à distance pour le plus grand nombre. C'est peut-être aussi une façon de voir une solution qu'il faudra peut-être explorer, hein. On n'a pas tellement de retour, bien sûr, là-dessus. Et puis un autre complément, Madame de Marco, et pour les autres que ça intéresse, la majorité de ces réunions en webinaire ou webconférence sont également accessibles par téléphone pour les plus anciens. Vous avez souvent des numéros de téléphone qui sont Exactement. ajoutés à ce genre d'accès. Je vous propose je vois que le sondage s'est plus ou moins stabilisé. Je vous propose de montrer les résultats sur cette question de webconférence, audioconférence. On a une préférence nette pour la réponse. Nous préférons, si possible, attendre l'amélioration des conditions sanitaires pour réunir les élus au présentiel. On se doute un petit peu. En tout cas, c'est très intéressant. Merci d'avoir pris le temps d'y répondre. Y compris nous, dans nos échanges qu'on peut avoir avec le gouvernement, ça nous permet quand même d'avoir des choses qu'on fait remonter de vos pratiques et de vos attentes. Merci beaucoup. Et puis, ça nous permettra évidemment de mettre en commun les gens qui répondent « Nous avons choisi une solution technique » et ceux qui nous disent « Nous ne trouvons pas de solution technique ». A priori, on devrait pouvoir mettre en partage tout ça. Cécile, Pardon ? est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont…
Justement, j'allais vous demander, si vous le souhaitez, que nous ouvrions un petit peu les questions orales. À ce moment-là, vous avez la possibilité de lever la main. Donc, bien sûr, on mettra d'autres questions écrites après. Mais si vous souhaitez lever la main pour poser une question, hop, j'en vois une. Je vais aller vous chercher. Vous êtes actuellement 230, donc je vous avoue qu'il faut que je vous trouve. Voilà, très bien. Alors, monsieur Philippe Grussenmeyer, je vais vous permettre de parler. J'ouvre votre micro. Il faut que vous l'ouvriez. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, bonjour, bonjour à toutes, tous. J'avais posé, en fait, c'est des questions que j'ai posées dans le question-réponse. Alors, je ne sais pas si… C'est parfait, allez-y. Alors, elle a recueilli un peu de succès, enfin, 6 avis favorables, enfin 6 votes. Ça concernait le FPIC, donc par rapport aux dérogations d'attribution de délégation au président. Est-ce que le vote du dispositif dérogatoire du FPIC peut rentrer dans ces dispositions dérogatoires ou est-ce qu'il faut toujours une délibération du Conseil dans le cadre de l'ordonnance? Ah oui. Alors, bonjour de vive voix, monsieur Grossenmeyer. Bonjour, monsieur Moreau. Comment dire ça? Dans l'immédiat, peut-être qu'on peut conseiller de dire qu'en effet, il faut une réunion du Conseil parce que la décision que vous établissez en matière de répartition du FPIC a une incidence sur les termes du vote du budget, les conditions dans lesquelles vous votez le budget. Mais peut-être vous pouvez me contredire si vous ne partagez pas mon sentiment. Il y a des choses qui sont très claires sur les matières qui sont exclues. Clairement, vous ne pouvez pas voter, le président ne votera pas le budget. Ça, c'est clair. Nous, ce qui nous semble, c'est que la rédaction de l'exception est assez large. On vous dit que est exclu tout ce qui a trait au vote du budget. Et donc, y compris une décision modificative est à exclure. Si on continue cette logique-là, il me semble que sur le FPIC, on aurait plutôt tendance à conseiller que ce soit une décision du Conseil et non une décision du président. Oui, alors parce qu'on avait un peu interrogé la préfecture là-dessus, puisque nous sommes dans le cadre d'un fonds résistance à la région Grand Est, là, et justement, on a dû voter des fonds en urgence, enfin, je pense comme toutes les Comcom, pour aider les entreprises et les associations. Et ce qui fait qu'on avait besoin de 100 000 euros, et là, qu'on n'avait pas forcément au chapitre. Enfin, toujours est-il qu'on aurait dû prendre une DM, mais a priori, on partirait sur une décision simple, puisque la convention elle-même a pu être votée par délégation, et cette convention entraînant de facto la nécessité du vote de cette somme, on a plus ou moins dedans, et donc on n'est pas passé, pour l'instant en tout cas, par une DM. Bon, on a informé les élus là-dessus. Voilà. Je partage assez votre point de vue, néanmoins, au plan juridique pur. Hein. Après, les circonstances font que voilà, ce sera un peu plus souple. Oui. C'est intéressant à savoir des pratiques qui se mettent en place, vu que quand même tout le monde explore ce nouveau cadre pour pouvoir agir. Hein. Ce n'est pas le plaisir d'explorer un cadre juridique. J'ai noté votre question sur le FPIC par rapport aux délégations. Pour l'instant, c'est ce que moi je vous répondrai à ce sujet-là. Peut-être que ma collègue Claire pourra revenir là-dessus, mais vu la rédaction du texte, il me semble quand même que c'est une façon de poser un cadre aux conditions dans lesquelles on va ensuite discuter du budget et l'adopter. Oui. Voilà, mais bon. Alors, merci beaucoup. Claire, est-ce que tu veux compléter ou est-ce qu'on verra tout à l'heure peut-être dans la partie financière, comme tu le souhaites, ou on passe à une autre question? Non, bonjour. Juste deux mots là-dessus. Je pense que, je suivrai l'avis de Simon. Dès lors qu'on est sur un dispositif dérogatoire du FPIC, il me semble qu'il faut qu'il y ait réunion du Conseil et délibération. Très bien, je vous remercie. Merci, Monsieur Grussenmeyer. Je vais laisser la parole à Madame Fabienne Pantier, qui avait également quelques, je pense, questions que vous aviez écrites. Donc, je vais vous laisser vous les poser à l'oral. Votre micro doit être ouvert. Si vous l'avez ouvert de votre côté, vous pouvez poser votre question. Alors, il faut ouvrir votre micro en bas à gauche. Là, je l'ai mis. Parfait. On vous entend. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour. Oui, j'ai posé une question et dans le sondage questions-réponses, et puis j'en ai une qui me vient en plus. Alors, pour celle que j'ai posée sa question-réponse, concernant les DDP, donc j'ai bien entendu qu'il fallait les transmettre, y compris aux nouveaux élus.
Comment se passe-t-il lorsqu'on n'a pas pu récupérer toutes les coordonnées de ces nouveaux élus, qu'ils soient municipaux ou communautaires? Alors, je vous remercie. Déjà, bonjour Madame Pantier, à qui on échange parfois aussi par mail. Et puis, comme ça, je vais pouvoir faire un petit point sur les autres questions qui sont passées, Monsieur Lalleux notamment, sur l'information des conseillers. Alors, là, ce à quoi vous faites référence, c'est notamment le fait que depuis la loi engagement et proximité, qu'on a presque oublié parce qu'entre-temps, l'actualité s'est beaucoup enrichie, mais on a quand même une loi assez récente de fin décembre qui prévoit, qui renforce l'information des conseillers municipaux non élus communautaires. Malgré nos demandes auprès des parlementaires, il n'y a pas eu de période durant laquelle l'obligation est suspendue du fait qu'il fallait bien que vous récupériez les adresses pour les contacter. Ça se fait par adresse mail. Donc, nous, ce qui nous semble, c'est que si vous pouvez avoir tout, bien sûr, c'est mieux, mais pour les premiers moments où on sort juste des élections, si pour une raison ou pour une autre, vous avez des difficultés clairement à récupérer les coordonnées parce que les nouveaux élus, vous ne les connaissez pas, ils ne sont pas joignables, si jamais il y avait un contentieux par rapport à ça pour une délibération, on peut s'attendre à ce que le juge mobilise une théorie qui parfois il invoque, qui est celle des circonstances exceptionnelles, des formalités impossibles, autant pour moi, qui en gros consiste à dire que certes, il y avait une formalité requise, mais qu'étant donné les circonstances, vous n'étiez pas en mesure d'avoir tout. Alors, cette théorie, il faut quand même être précautionneux, c'est-à-dire que d'ici 8-12 mois, si vous n'avez toujours pas l'adresse, elle ne sera pas invocable. Ce n'est pas un blanc-seing pour ne pas remplir l'obligation. C'est juste que si vraiment il y avait une grosse difficulté sur ce qui se passe très rapidement, parce que le temps s'est écoulé rapidement et que même les communes, vous n'avez pas l'information grâce à elles, ça pourrait amener à dire que ce ne soit pas un facteur de fragilité. Voilà. D'accord, oui, bien sûr. Je ne sais pas, vous m'entendez de nouveau? Oui, tout à fait. Oui. La deuxième question, a trait effectivement au conseil communautaire et au scrutin public. Je ne sais pas, alors peut-être que certains de vos adhérents pourront effectivement donner quelques exemples. Moi, je ne sais pas comment assurer justement ce scrutin public. Voilà, même si on serait plutôt intéressé pour la visio, mais je ne sais pas comment garantir le scrutin public. Autre chose également, imaginons que nous faisons un conseil communautaire en présentiel. Normalement, ce sont des conseils qui sont effectivement ouverts au public. Est-ce qu'il y a des conditions de quorum autres pour décider que le conseil se réunit à huis clos? Alors, non, on est dans les conditions habituelles. D'accord. Non, le quorum a seulement été modifié pour ce qui concerne la tenue du conseil à son ouverture. Hein. Ah ouais. Mais pour ce qui est du huis clos, les conditions n'ont pas été changées. D'accord. Ce qui a été introduit, c'est le fait de pouvoir dire que ce sera convoqué à distance dès la convocation. Donc ça, c'est une décision de la présidente ou du président. Ouais. Et si quelqu'un a une idée, là, vous pourrez peut-être, c'est pour effectivement, lorsqu'on fait ces conseils en visio, pour assurer le scrutin public, moi, je ne sais pas comment il faut faire. Oui, c'est vrai que alors nous, en plus, on est encore moins sur le terrain que vous, naturellement. Quand on voit les conditions posées par ordonnance, ça semble être quand même… oui, ça peut se comprendre sur le plan du 3, mais alors, la pratique… de toute façon, je crois que vous êtes inscrits tous à la webconférence, qui fait qu'on a vos coordonnées, je pense, Cécile. Oui, tout à fait. On va peut-être laisser décanter une bonne semaine, voir si certains des participants veulent bien donner des idées, s'ils ont pu avancer sur cette réflexion, et on pourrait même partager ça. Merci. Et si vous avez déjà des éléments de réponse pour les autres participants, pour Madame Pantier, n'hésitez pas à mettre quelques éléments dans le chat, ça sert à ça. Merci voilà. Madame Pantier. Dans la foulée de la question de Madame Pantier, je voulais juste finir sur l'information des conseillers communautaires, ça correspond notamment à la question de Monsieur Lalleux. Donc, on a le nouveau cadre des conseillers communautaires et municipaux, autant pour moi, conseillers communautaires, etc. On a le nouveau cadre de la loi engagement et proximité qui prévoit donc qu'on informe les conseillers municipaux non élus communautaires en fonction. Donc là, vous allez suivre le moment où vous vous situez, c'est-à-dire là, aujourd'hui, c'est ceux qui sont sortants, et après, ce seront soit ceux qui sont sortants dans les communes qui attendent un second tour, soit ceux qui ont été élus au premier tour. Et puis, pour ce qui concerne les décisions prises par le président sur délégation, en plus de ce qu'on connaît dans le droit commun sur l'information des conseillers communautaires et municipaux, on demande à ce qu'il informe aussi dès maintenant les conseillers
municipaux et communautaires, les municipaux non élus communautaires compris, élus au premier tour, alors que dès maintenant, ils ne sont pas encore en fonction. Ça, c'est l'ordonnance qu'il a prévue. Très bien. Je te propose qu'on prenne une autre question à l'oral. Simon, Monsieur Christian Debiève, excusez-moi, je vais vous permettre de parler. Si on m'y autorise. Voilà, on devrait pouvoir vous entendre. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Oui, peut-être par rapport à la question précédente, je me demande s'il n'y a pas confusion entre la notion de scrutin public, qui est facile à organiser, qui suppose que chaque élu, à l'appel de son nom, indique son vote, à la différence du main levée qu'on utilise traditionnellement, et la question de savoir si la séance sera publique, ce qui est autre chose, à mon avis. Et que nous, on est en train de préparer donc une organisation avec des tablettes. On va livrer 110 tablettes à l'ensemble des conseillers dans le mois qui vient pour qu'ils aient un outil type Zoom qui leur permette de voter dans les conditions que je viens de décrire. Mais je me demande si dans la question il n'y a pas une confusion. Mais ma question n'était pas celle-là. On reçoit beaucoup d'informations et peut-être que j'en ai lu une autre association de manière un peu erronée. La question du quorum, j'ai lu dans une note de synthèse que le quorum était maintenant calculé non seulement sur la base du tiers des membres présents, mais la rédaction prévoyait ou représentés. Et dans la mesure où chaque élu pouvait être porteur de 2 pouvoirs, j'en concluais, mais peut-être hâtivement et à tort, qu'on pouvait dès lors, même sur une assemblée de 111 membres, comme c'est la nôtre, avoir un quorum qui était constitué avec quasi, je ne vais pas refaire le calcul, mais une vingtaine de membres. Ce qui était très pratique et qui permettait d'avoir un mode de fonctionnement un peu comme l'Assemblée nationale, avec une assemblée très, très réduite. Ce que vous venez d'indiquer, d'ailleurs, c'était une revendication quand j'étais sur un pôle métropolitain, c'était une demande qu'on avait aussi, et je m'étais dit, ça va dans le bon sens, parce qu'on peut faire des conseils très réduits, sous réserve que les communes acceptent d'être représentées par d'autres membres. Et dans ce que vous venez de dire, vous venez de parler de quorum des membres présents, et ça m'oblige à revoir complètement l'idée que je m'en faisais. Alors, soit la note est erronée, soit votre interprétation est autre, et j'avoue être pas retourné dans le texte pour regarder ce qu'il en était. Voilà, si vous pouvez répondre là-dessus. Alors, je suis en train justement de reprendre le texte. Je ne vais pas trop si ça défile devant vos yeux. Excusez-moi pour les effets peu agréables. Non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Donc, je suis en train de reprendre ceci. De mémoire, c'était quand même par rapport aux conseillers présents à distance ou en présentiel. Mais il faut que je reprenne ceci. Alors, pardon. Bon, c'est pour ne pas les trahir, hein, c'est la NPP qui avait fait une note et moi j'ai fait un copier-coller rapide, une question qui était posée par un élu. Et oui, non, mais j'étais engouffré là-dedans, mais je trouvais que c'était une très bonne idée si on avait à faire même une réunion présentielle, parce que ce que je lisais, c'est que la mesure valait également pour le présentiel. Je me disais, du coup, dans une grande salle, on réunit 20 élus, ils sont chacun porteurs de 2 pouvoirs, et on a le quorum. Après, ça pose d'autres questions, hein. Quand on a 75 communes, toutes les communes ne sont pas représentées, mais ça permettait quand même d'avoir un fonctionnement allégé et sécurisé. Voilà. On vous dit, dans la loi, oui, c'est bien ça, la loi d'urgence dit que le quorum n'est atteint que si on est un tiers des membres présents. Et donc, c'est bien présent soit en présentiel, soit à distance. Si vous voulez la référence précise, c'est l'article 10 de cette loi du 23 mars. Bon, après, je ne jette pas la pierre à nos amis de la NPP, les textes sont quand même compliqués à décortiquer en ce moment parce qu'ils sont écrits… Ah, mais bon, voilà. Et c'est vrai que vous faites bien de souligner ce qu'auparavant le point, bien distinguer le scrutin public qu'il a clairement imposé, mais pour lequel vous pouvez trouver des choses à aménager, et du caractère public de la séance, qui est peut-être le moins simple de ce que je comprends de vos échanges, pour trouver une façon de faire dans le cadre d'une visio. Même hors dehors d'une visio, s'ils sont réunis en présentiel, mais que vous n'ouvrez pas au public.
Alors, Merci oui, c'est- beaucoup. merci. Merci. Sur le scrutin public, Simon, je te propose un retour d'expérience de Monsieur Savary qui voulait nous parler d'une solution qu'ils envisagent de mettre en place. Monsieur Savary, je crois qu'on vous entend. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc Romain Savary à la communauté urbaine d'Arras. Donc sachez, nous, un petit retour d'expérience que pour l'instant, on a réuni des bureaux et on va réunir une toute commission jeudi, on va dire un petit peu de manière informelle, des bureaux non délibératifs pour l'instant. De toute façon, les pouvoirs ont été supprimés par l'ordonnance. C'est le président qui a les pleins pouvoirs. Donc pour l'instant, on a réuni nos élus uniquement de manière informelle, notamment pour les informer de l'ensemble des décisions qui ont pu être prises par le président. On utilise pour cela un outil de visioconférence qui s'appelle Pexip. On est en train de réfléchir pour organiser un conseil communautaire de manière dématérialisée, donc un conseil qui serait délibératif. Alors l'outil Pexip que l'on utilisait pour les séances en visio de manière informelle ne prévoit pas de système de vote en même temps. Tous nos élus sont dotés d'une tablette. On envoie nos documents aux élus avec une application, enfin un dispositif qui s'appelle la K-Box. Donc la K-Box prévoit aussi un système de vote électronique qu'on appelle K-Vote, mais qui est assez difficile à mettre en place, surtout compte tenu du contexte. En revanche, j'ai pu identifier un système assez intéressant qu'a mis en place la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu'elle a tenu une assemblée plénière la semaine dernière, et ça s'appelle Webex Cisco. C'est une application qui est gratuite et qui permet en même temps pour un élu, alors qu'il participe à la séance de visioconférence, de voter par un système de sondage. Et l'élu peut se positionner en même temps qu'il est sur sa tablette. Il participe à la visio et en fait, on lui lance des sondages et ça permet de savoir s'il vote pour, contre ou s'abstient. La seule difficulté, c'est que le système ne gère pas le système des pouvoirs. Mais sinon, hormis ça, c'est un système assez intéressant que les collègues pourraient creuser. Voilà. D'accord. Merci Romain pour cette... vous avez déjà entraîné des choses. Et en t'écoutant, je me disais que la question qui peut se poser avec ces systèmes-là, mais alors c'est pas du tout mon domaine de spécialité, c'est garantir qu'avec les différents systèmes, notamment que vous pouvez trouver en ligne, la sincérité du scrutin soit bien garantie. Ça, c'est des considérations que le législateur met aussi dans la loi pour éviter les mauvaises surprises, j'imagine. Tout à fait. En tout cas, c'est bien utile d'avoir ton retour. Et j'ai vu, alors je ne passe pas mon temps à tout regarder parce que ça, il y en a beaucoup, mais quelqu'un faisait à juste titre remarquer que la rupture n'était pas que générationnelle par rapport au numérique, elle pouvait être aussi géographique pour ces différents outils. C'est sûr que là, ça pose des conditions différentes, avec néanmoins la possibilité de faire ça par téléphone, ce qui sollicite un peu moins de connexion Internet dans tous les sens. Ça avait été discuté. Je vous propose que vous nous fassiez tous vos retours lorsque vous avez des solutions. On est vraiment preneurs là-dessus et puis on pourra assez rapidement sortir quelques comparatifs et explications sur ce qui se fait dans les territoires. Une solution peut être évidemment aussi bonne qu'une autre. Il nous reste quelques minutes, donc malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions qui restent. Si, j'en vois une qui est intéressante à développer, et autant pour moi, parce que là, c'est une question qui revient très fréquemment. Alors, je vois que c'est notamment Madame Milanini, mais peut-être d'autres ont posé la question. Est-ce qu'on est dans une période qui relève de la gestion des affaires courantes? Ça, c'est une question qui est assez débattue en ce moment. Et vous soulignez à juste titre que la DGCL vient d'écrire que non. C'est une lecture qui nous semble assez fondée, mais on est quand même dans des choses, dans des contextes inhabituels. Alors, cette notion, vous la connaissez bien, c'est le fait que comme on a commencé le premier tour, en théorie, toutes les décisions prises entre le premier tour et l'installation définitive du Conseil, ça doit être limité aux affaires urgentes et courantes, parce qu'on est sur quelque chose de transitoire. Sauf qu'aujourd'hui, le transitoire risque de durer un petit peu, et c'est un premier fait avancé par la DGCL de dire qu'en théorie, cette limitation est sur des périodes limitées qui justifient qu'on limite aux affaires urgentes ou courantes. Deuxième aspect qui peut être mobilisé, c'est de dire quand même que habituellement aussi, quand on vous limite à ceci, c'est parce que au premier tour, à la date du premier tour, les élus communautaires perdent leur mandat, sauf les présidents et vice-présidents. Et que donc vous n'êtes pas en mesure de réunir un conseil, ce qui justifie qu'on limite vos décisions aux affaires urgentes et courantes.
comme la loi a prévu qu'on proroge les mandats des conseillers communautaires, ça fait que, dans les faits, vous pourriez juridiquement réunir un conseil. Et donc, c'est une autre raison pour dire qu'on est dans une période qui n'est pas soumise à cette limitation-là. Donc, on est plutôt à dire que il y a d'autres éléments qu'on peut mettre en avant, hein, c'est que l'intention du législateur, c'est plutôt d'augmenter les pouvoirs des élus en place pour permettre la gestion des services publics locaux dans cette période-là. Après, c'est vrai que comme on n'a pas connu cette période auparavant, on n'a pas encore de jurisprudence qui nous aiderait à nous repérer complètement. On pourrait avoir des surprises. Là, tant qu'on n'a pas de contentieux, c'est plus compliqué à être 100% certain. Si jamais vous aviez des doutes, ce qui peut être bien sûr conseillé, c'est que sans forcément se limiter aux seules affaires purement courantes et urgentes, si à l'appréciation naturellement, alors ce que je vais vous dire ne va pas vous apprendre grand-chose, vous voyez qu'il y a des projets qui clairement emmènent la collectivité très loin alors que vous êtes sur une période de conseil transitoire ou que bien sûr le contexte est marqué par les tensions de ce fait-là, il peut être bien sûr conseillé de ne pas mettre ces points au vote. Mais par ailleurs, on vous demande quand même de mettre en place des services publics dans une période d'état d'urgence. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on prend peut-être une dernière question? Est-ce que Simon, tu avais vu? Non, là, je l'ai vu que c'était... Très bien. Je vais prendre donc une dernière question de Christine Schramm. Alors, Madame Schramm, je vous permets de parler. On devrait vous entendre. Ah, peut-être pas. Les aléas du direct. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, très bien. Très bien. Donc j'espère que tout le monde va bien et je salue mes collègues alsaciens et orinois. Voilà. Plus particulièrement parce qu'on est, comme vous le savez, un peu plus touchés que les autres. Oui, ma question, j'avais lu avant de passer en confinement une analyse, une note de l'AMF qui précisait que lorsque le président perdait son mandat de conseiller communautaire, ce qui est notre cas, puisque mon président, qui est d'une commune de plus de 1000 habitants, a été battu. Donc là, il est encore évidemment en fonction, mais j'avais lu que lorsqu'on passerait en système transitoire, puisqu'on a aussi une commune pour laquelle il y a un deuxième tour nécessaire, il n'a plus de mandat communautaire, donc il n'est plus là, et que c'est le premier vice-président qui serait président de la communauté de communes pendant cette période transitoire. Alors, excuse-moi Simon, juste pour compléter, on a beaucoup de questions sur ces élus qui n'ont plus de mandat communautaire. D'accord, donc on va traiter ceci. Alors déjà, bonjour Madame Schramm, et puis content d'entendre que vous allez bien malgré le contexte alsacien qui est compliqué. Ce sera une autre fois que je viendrai vous rendre visite. Oui, c'est ça. Après les dernières fois. Alors, sur votre question, le choix qui a été fait clairement, c'est que dans la période des conseils transitoires, quand vous allez la connaître, c'est bien le président sortant qui reste le président, quelle que soit sa situation en tant que conseiller communautaire. Donc, même s'il n'a plus de mandat de conseiller communautaire, juridiquement, c'est toujours lui qui préside l'interco. C'était vraiment une demande, notamment, en fait, là, les associations d'élus ont tout été sur la même longueur d'onde, de dire qu'on maintient les exécutifs sortants parce qu'il faut de la stabilité dans l'immédiat pour gérer les affaires et les services publics dans les périodes actuelles. Après, c'est vrai que ça pose des questions. Certains disent, mais écoutez, moi, à partir de la période des conseils transitoires, les conseillers élus au premier tour vont entrer en fonction. J'ai été battu et je ne me sens plus d'avoir la légitimité pour continuer ceci. Donc, dans l'immédiat, tel que les textes sont écrits aujourd'hui, tout ce qu'on peut avoir, c'est que si vraiment ça n'est pas tenable, il faut estimer que le président se trouve empêché. Donc, là, il faudrait voir comment on marque la chose. Peut-être que ce serait un courrier du président disant que lui, il estime qu'il n'est plus en capacité de mener sa fonction. Et auquel cas, on applique en ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce sera le premier vice-président ou ainsi de suite, on descend. Et quand vous n'avez plus de vice-président, là, c'est un peu différent du droit commun, c'est le doyen d'âge ensuite parmi les conseillers communautaires qui le remplacerait. Oui, tout à fait, ça je l'avais lu, mais ça pose quand même la question du nombre de conseillers communautaires, parce que comme il n'est plus élu, sa commune, il y a 3 représentants, il y en aura donc 4 pour cette commune.
Alors oui, ça c'est un peu l'équilibre de ce fait-là, hein. Il y a un choix qui a été fait, voilà, on maintient l'exécutif et il emporte des interrogations comme celle-ci. Alors d'un point de vue, comment dire, vraiment sur le conseil de l'organe délibérant, chez vous, il n'y aura que 3 sièges encore pour la commune. Lui, il ne sera pas parmi le conseil. C'est une situation un peu étonnante dans laquelle il va présenter des choses au vote, mais il ne prendra pas part au vote. Oh non, mais Donc, c'est juste impossible, cette histoire. oui, alors voilà, ça pose des questions, hein. Là, j'étais en train de dérouler le texte et en effet, on a pas mal, beaucoup de retours. Ça n'apprendra pas grand-chose à qui que ce soit, que ça peut gêner. On n'est pas à l'abri, enfin, comment dire, on n'est pas à l'abri. Il se peut que les textes évoluent encore de ce fait-là. On avance peu à peu dans les réflexions. Pour l'instant, nous, on n'a pas connaissance de choses que je pourrais vous apprendre ce matin. Mais il se pourrait qu'une nouvelle loi soit votée selon le moment où a lieu le second tour, ou qu'une ordonnance soit prise, pour dire que finalement, à un moment, même si on est sur une période de conseil transitoire, on va demander à ce qu'on ait une élection d'un exécutif transitoire pour éviter ces situations-là. Non, mais Hier matin, les membres du CA de la DCF se sont réunis pour dire que dans ce cas-là, on pourrait demander à ce qu'à titre exceptionnel, on fasse une élection du président et des vice-présidents en un seul scrutin de liste. Mais même s'il n'y avait pas d'élection, moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette note de l'AMF que j'avais lue qui précisait bien ces éléments-là, qui disait les élus perdant le mandat de conseiller communautaire ne siègent plus et c'est dans l'ordre du tableau et du coup, ça résout tous les problèmes sans forcément obligatoirement Alors, j'ai refaire peut-être une des élections. explication. Oui. Peut-être que c'est une note que vous avez lue lorsque la loi d'urgence était encore en discussion, parce que ce que vous dites correspond à la première version telle qu'adoptée par le Sénat. D'accord. Peut-être ça l'explication. En tout cas, depuis lors, on est sur ce que je vous ai dit à l'instant. D'accord, donc ça pose vraiment problème. Et ça pose Et des puis questions. voilà, et juste ma deuxième question, c'était pourquoi est-ce que ils n'ont pas prévu, comme pour les communes, de ne pas de supprimer l'obligation d'une réunion par trimestre pour les conseils. Ça ressemble à un oubli, hein. Parce Ah que, oui, on a dû se dire, parce que là, c'est vraiment la cuisine juridique, habituellement, tout ce qui concerne les communes est applicable aux intercommunalités. On a dû dire, si on touche aux communes, c'est bon, l'interco est concerné. Manque de bol, là-dessus, il y avait une disposition spéciale à laquelle on n'a pas pensé. Alors après, là-dessus, pas d'inquiétude. Le droit n'a pas été bien vu, mais qui irait soulever un tel contentieux? Et même s'il y avait un contentieux là-dessus, déjà, qui a intérêt à agir en disant que le Conseil ne s'est pas réuni? Et puis, le juge pourrait dire, écoutez, les circonstances ont été telles qu'on comprend bien qu'il ne l'ait pas fait, d'autant que pour les communes et toutes les collectivités, ça avait été enlevé. Mais c'est vrai que là, c'est un peu un contre-coup de ces textes qui ont dû être rédigés un peu rapidement. très bien. Très bien, je vous Très bien, remercie. merci beaucoup Sylvain. Merci beaucoup, Madame Schramm. Merci, Simon. Alors, je prends juste les 2 dernières questions qui ont été en top des charts de nos questions aujourd'hui. La première, celle de Sophie Orban, qui nous dit en visio, quand il s'agit de faire un conseil, comment comptabilise-t-on les votes et comment fait-on pour une feuille d'hébergement virtuelle, c'est-à-dire la seule présence en conseil en visio est-elle suffisante pour faire foi? Bonjour Madame Orban, j'espère que les choses vont bien dans le pays de Montesquieu. Par rapport à ceci, il y a des choses que l'ordonnance indique un peu et puis d'autres qui vont un peu relever du cahier des charges ou en tout cas de ce que vous allez établir lorsque vous allez retenir le prestataire ou la solution technique selon les hypothèses. Dans l'ordonnance, on n'a pas grand-chose, je suis en train de la reprendre de mémoire là-dessus, vous avez raison de soulever la question. Là, la seule chose peut-être que je peux vous dire en l'état qui ne va pas vous avancer beaucoup, j'en ai conscience, c'est de dire que comme l'ordonnance n'a pas prévu la façon dont on compte ceci, et que c'est tout de même requis, eh bien, c'est chacun qui est appelé à faire le maximum qu'il peut, pour parler normalement, pour que les choses soient bien fléchées, soient bien suivies. Voilà. Alors, certains, peut-être, ont des solutions où ils vont faire l'appel et où ce sera enregistré, je ne sais pas trop. Là, comme je n'ai pas la main dans les choses un peu plus techniques, je ne sais pas si ceux qui ont déjà expérimenté la chose ont réfléchi à ces questions-là.
Et d'ailleurs, c'est peut-être une chose qui pourrait nous être remontée et dont on vous fera part à l'issue de la webconférence là, dans une semaine, comme je vous disais. Très bien, merci Simon. Dernière question, je suis désolée. Toutes les autres, ne vous en faites pas, on essaiera de vous faire un document récapitulatif avec des éléments de réponse. Mais on va passer ensuite à la partie finance. La dernière question de Guy Durand, le vote de la prime exceptionnelle peut-il être décidé par le président? C'est un peu un sujet qui vous rejoint. Alors, pour l'instant, je vais avoir des difficultés à vous répondre, M. Durand, parce que le texte n'est pas adopté. Cette prime exceptionnelle, elle va être intégrée dans le projet de loi de finances rectificative qui a été déposé la semaine dernière seulement à l'Assemblée nationale. Alors déjà, ça permet de créer un cadre à cette prime pour la fonction publique territoriale et assimilée qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Et autre chose qui est quand même intéressante à relever, c'est que tel que c'est écrit dans le projet de loi initial, ça correspond aux demandes des employeurs territoriaux, dont la DCF, à savoir que ce serait une prime qui, déjà, ne serait pas soumise à impôt, pas à charge sociale, et surtout, ce qui est également très intéressant, c'est que les décisions d'attribution, de qui en profite, qui la devrait attribuer et autres, vraiment relèvent de chaque collectivité, selon la situation que vous avez rencontrée. Au-delà de ça, je n'ai pas plus de choses à vous donner dans l'immédiat. Tout ce qu'on peut estimer, c'est que c'est peut-être là où ma collègue Claire Delpech pourrait un peu me donner son point de vue sur la question. C'est que si ça ne touche pas aux équilibres du budget, parce qu'on a des crédits qui correspondraient, alors ça, là je sors de mon domaine de compétences, pour le reste, le fait de prendre une décision en matière de RH est clairement incluse dans les attributions déléguées de plein droit au président. Le seul moment où j'ai un doute, c'est par rapport à ce qui est déjà inscrit comme ligne. Est-ce que c'est suffisant ou non pour dire que le président peut déjà en décider seul? Merci Simon. Comme on allait passer à la deuxième partie de cette webconférence sur les questions budgétaires et de fiscalité, peut-être que Claire, tu souhaites compléter un tout petit peu sur la prime exceptionnelle avant de débuter ta partie? Je pense que je vais l'aborder dans la partie sur le budget, donc j'y reviendrai à ce moment-là, c'est peut-être plus simple. Parfait, très bien. À ce moment-là, je te laisse partager ton écran et puis commencer cette présentation donc, sur les questions financières et fiscales. Alors, je pense que là, c'est bon, je suis en plein écran. C'est parfait. Super. Eh bien, bonjour à tous. À mon tour, je vous remercie avant de commencer cette partie sur les aspects financiers, budgétaires et fiscaux des nouvelles échéances fixées par les récentes ordonnances. Vous remercier à la fois de votre présence et puis des très nombreuses interactions qu'on a avec vous qui nous enrichissent beaucoup dans les contacts que nous avons avec les différents ministères, à la fois pour améliorer le contenu de ces ordonnances et leur compréhension et leur lecture quand on revient vers vous. Donc vos questions, vos préoccupations qui nous reviennent sont pour nous très, très précieuses. Alors, je vais aborder de façon assez rapide parce que l'essentiel était vraiment porté sur les questions institutionnelles, sur ces questions financières et fiscales sur 3 points. On va regarder ce qu'il en est du nouveau calendrier concernant le vote du budget et le vote des taux pour 2020. On va ensuite regarder, et à cette occasion-là, on regardera peut-être cette question sur la prime exceptionnelle, les possibilités qui ont été ouvertes par les ordonnances pour engager des dépenses en réponse à la crise sanitaire et dans quelles conditions on peut procéder à ces dépenses. Et puis, en troisième point et en conclusion, je vous proposerai quelques premiers éléments de réflexion, un premier regard, on va dire, sur l'effet de la crise sanitaire sur les budgets 2020 et 2021, qui sont quand même des questions que tout le monde se pose, même si pour l'instant, on est très orienté à gérer les questions d'urgence. En ce qui concerne le vote du budget, je pense que maintenant tout le monde a bien cette information en tête et qu'elle est bien enregistrée par tout le monde. La date limite de vote du budget a été reportée par les ordonnances au 31 juillet 2020.
Ça concerne évidemment les collectivités qui n'avaient pas voté de budget 2020 avant les élections. Beaucoup de collectivités sont finalement concernées par cette situation et se poser la question très très rapidement dès les premiers jours du confinement, comment est-ce qu'on va faire pour voter les budgets. Donc la date est portée au 31 juillet. Ceci étant dit, c'est la date limite, rien n'empêche les assemblées d'adopter leur budget dès à présent, si elles ont besoin, et de proposer aux conseils municipaux et aux conseils intercommunaux en place d'adopter le budget 2020 dès à présent. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les ordonnances ont lié le vote du BP 2020 pour les collectivités qui ne l'avaient pas fait à l'adoption du compte administratif en regroupant les deux votes, sachant que ce sont deux votes séparés, ainsi que la présentation du rapport d'orientation budgétaire et le débat d'orientation budgétaire qui l'accompagne, qui théoriquement doit se faire dans un temps préalable au vote du budget. Cette fois-ci, les temps sont contractés en quelque sorte. Ça peut se faire sur la même séance. À noter qu'il y a nécessité d'une délibération spécifique concernant le rapport d'orientation budgétaire, spécifique de la délibération correspondant à l'adoption du budget. Notez aussi que les délais spécifiques en période normale, entre guillemets, de transmission des documents budgétaires préalables, le projet de budget, l'ensemble des documents qui sont préalables à l'examen du budget par les conseillers ont bien évidemment été supprimés pour faciliter ce calendrier que certains trouvent déjà assez difficile à tenir, notamment pour les intercommunalités, puisqu'elles interviennent en quelque sorte en second rang. Accompagne ce vote du budget, le vote des taux pour 2020, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, et qui a été reporté, lui, au 3 juillet, tout début juillet, 3 juillet 2020. Ça concerne les taxes fiscales sur la fiscalité directe, c'est-à-dire TFPB, CFE, mais aussi la TOM, y compris la part incitative de la taxe d'enlèvement des déchets ménagers et le produit de GEMAPI. Si ces dates ne sont pas tenues, si la date du 3 juillet n'est pas tenue, l'ordonnance prévoit qu'en l'absence de délibération, ce sont les taux et les tarifs de 2019 qui seront reconduits. Alors bien évidemment, tout le monde s'est posé la question du décalage entre cette date début juillet pour le vote des taux et le vote du budget fin juillet. Après de très nombreux échanges, il semblerait que pour la DGFiP, cette date, la date du 3 juillet, représente la date vraiment limite pour pouvoir ensuite établir les rôles pour imposer sur l'année 2020 les rôles de CFE et TFPB et qu'il était absolument impossible de reculer cette date du 3 juillet en dépit des demandes qui ont été faites, notamment par la DCF, mais par des courriers co-signés par l'ensemble des associations d'élus pour reporter cette date du 3 juillet. Le calendrier s'adapte aussi à d'autres taxes et tarifs des impositions locales. Je pense en particulier à la taxe locale sur la consommation finale d'électricité, TCFE, et à la taxe sur la publicité extérieure, TLPE, qui sont reportées au 1er octobre, alors qu'il aurait en temps normal fallu se décider sur ces taxes, les adopter au 1er juillet. Même chose pour la redevance d'enlèvement des déchets ménagers, qui est décalée du 1er juillet au 1er septembre 2020. En revanche, vous noterez que ce qui concerne les taux et les tarifs qui ont été fixés l'année dernière en octobre 2019 pour une application en 2020,
ne sont pas changés, ne peuvent pas être modifiés. On reparlera tout à l'heure de la taxe de séjour qui est concernée, ainsi que la taxe sur les friches commerciales et la taxe de balayage qui est, il est vrai, moins courante. Et puis enfin, sur la question des taux, il faut rappeler que le taux de la taxe d'habitation est gelé en 2020. Il est appliqué pour la portion de contribuables pour lequel il continue à s'appliquer et pour les résidences secondaires à son niveau de 2019, et qu'il faudra aussi prévoir les reprises sur les 12e de fiscalité pour les collectivités qui avaient augmenté leur taux de TH en 2018 et en 2019, tel que le prévoit la loi de finances pour 2020. Voilà ce qu'il en est sur la question du budget et des taux. Alors vient ensuite la question de l'engagement des dépenses pour les collectivités locales dans ce contexte très, très particulier. Il est un peu différent selon que les collectivités ont adopté ou n'ont pas adopté leur budget 2020. Pour les collectivités qui ont adopté leur budget 2020, pas de problème particulier à ce stade. Elles engagent les dépenses telles que prévues par le budget. En revanche, pour les collectivités qui n'avaient pas encore adopté leur budget en 2020, l'ordonnance a assoupli les possibilités en ce qui concerne plus particulièrement les dépenses d'investissement en permettant d'engager pour ces collectivités-là, en l'absence de vote du budget, la totalité des dépenses d'investissement, alors que d'habitude c'est limité au quart, telles qu'elles étaient inscrites au budget N-1, ce qui veut dire que les collectivités peuvent dépenser la totalité de leur investissement. Cette situation existe d'ailleurs déjà en fonctionnement, donc là l'ordonnance n'a rien changé. Elle permet aux collectivités de dépenser les dépenses de 2019 en section de fonctionnement quand le budget n'a pas été voté. Alors, je crois qu'il y avait là, Cécile, un petit sondage. Je ne sais pas si c'est le moment de le lancer maintenant pour savoir qui avait voté son budget, qui n'a pas encore été voté et qui est concerné par cette question, ou si tu souhaites, on le fait plus tard. Tout à fait, pas de problème. Alors, vous pouvez donc répondre. Votre collectivité a-t-elle déjà voté son budget, oui ou non? Voilà. Et pendant que le sondage se déroule, moi je vais peut-être le fermer de mon côté. Voilà. Sur ces questions des dépenses d'investissement, c'est l'exécutif, comme le rappelle Simon, dans ces conditions exceptionnelles en lien avec l'ordonnance, qui peut engager les dépenses d'investissement dans leur totalité avec simple autorisation de l'exécutif, donc, et sans autorisation de l'organe délibérant. Alors, le sondage s'est un petit peu stabilisé, donc tu peux voir dès maintenant une majorité de collectivités qui ont déjà voté leur budget 2020, a priori, dans la salle. D'accord. Enfin, c'est une petite majorité. Petite majorité, effectivement. Et il y en a quand même pas mal qui sont concernés par la situation d'un budget qui n'est pas encore adopté, qui est évidemment la situation la plus difficile et qui pose problème quand à l'engagement de dépenses, en particulier dans cette période un peu spécifique où tout à coup, il faut être en mesure de répondre à une situation d'urgence. Alors, le législateur, l'ordonnance, a permis d'apporter un certain nombre de souplesses pour les collectivités, pour amener les collectivités à assurer la continuité des services publics, à répondre à des dépenses imprévues, à intégrer des possibilités d'aide immédiate ou de réponse immédiate à des demandes d'urgence pour faire face à la crise sanitaire. Il y a deux sujets qui ont été abordés par cette ordonnance.
d'une part, j'y reviendrai, le relèvement du plafond des dépenses imprévues et ce qu'on voit ici, des possibilités de virement de crédit entre chapitres budgétaires. Une fois que les dépenses sont inscrites, c'est important d'avoir une possibilité de modifier ce qui a été inscrit en permutant certaines lignes de crédit entre des chapitres budgétaires. Donc il y a une limite qui est fixée, qui est la limite de 15% des dépenses réelles pour chaque section, investissement d'un côté, fonctionnement de l'autre, en excluant bien évidemment les dépenses de personnel qui ne peuvent pas faire l'objet de ces permutations. Et deux situations finalement, pour les budgets qui n'ont pas encore voté, pour les intercommunalités pardon, qui n'ont pas encore voté leur budget, c'est possible de le faire sur les budgets existants pour l'ensemble des budgets, que ce soit les budgets pour les régions M71, qui nous intéresse un peu moins ici, les budgets des métropoles M57 ou les budgets M14, sur décision de l'exécutif sans autorisation de l'organe délibérant. C'est ce qu'a apporté comme souplesse l'ordonnance. C'est possible aussi pour les communes ou les intercommunalités qui ont déjà voté leur budget, à l'exception de celles qui ont un budget en M14. Là, ça a été l'occasion d'un échange assez nourri avec les services de la DGCL et de Matignon sur ce sujet-là, où le gouvernement a considéré que ce n'était déjà pas possible dans le droit commun d'opérer ces virements de crédit entre chapitres budgétaires et qu'on n'ouvrait pas cette possibilité pour les collectivités qui sont en M14 et que si un besoin important se faisait sentir, il y avait à disposition donc des collectivités qui avaient déjà voté leur budget et qui voulaient le modifier ou faire des permutations de crédit, utiliser les possibilités offertes par l'adoption d'un budget supplémentaire ou d'une décision modificative. Dans tous les cas, l'exécutif est obligé d'informer l'organe délibérant dès qu'il le pourra de ces mouvements de crédit. À noter, on y reviendra tout à l'heure, que ces mouvements de crédit entre chapitres ne sont pas possibles de la section de fonctionnement vers la section d'investissement ou bien évidemment inversement. Donc, obligation de rester dans le strict volume financier de chacune des sections. Deuxième souplesse apportée par les ordonnances, c'est le relèvement des dépenses exceptionnelles ou des dépenses imprévues. Il est, selon la taille de la collectivité, en temps normal fixé à 7,5 ou 2% des dépenses prévisionnelles de chacune des sections, et ce plafond a été relevé à 15%, et ceci, que ce soit pour tous les budgets, pour les collectivités qui avaient déjà voté leur BP 2020, qu'elles soient en M14 ou en M57, cette possibilité est ouverte. Bien évidemment, pour les collectivités qui n'ont pas encore voté leur budget, cette possibilité, c'est sans objet en quelque sorte, ce n'est pas prévu. Dans tous les cas de figure, il est possible de prévoir des dépenses nouvelles au travers d'un BS ou d'une DM, mais là, il faudra un vote de l'organe délibérant. Même chose d'ailleurs pour les collectivités qui ont voté déjà leur BP, qui veulent augmenter le plafond des dépenses imprévues, qui décide, c'est l'organe délibérant. Et puis à noter enfin que la crise sanitaire, et en particulier le confinement, l'arrêt des activités et le fait qu'il n'y ait plus de présentiel dans les bureaux des services municipaux ou intercommunaux a considérablement compliqué le circuit
de liquidation de la dépense et d'engagement de la dépense. Et de ce fait, les ordonnances ont apporté des souplesses sur la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, hein, qui, vous savez, est engagé, et c'est ce qui justifie, et parfois à l'excès d'ailleurs, le côté très tatillon de certains comptables publics. Cette protection accordée aux comptables publics a néanmoins été strictement réservée aux dépenses en lien avec la crise sanitaire. Pour information, quand on dit dépenses en lien avec la crise sanitaire, bien évidemment, elles ne sont pas listées dans les ordonnances, ce serait mission impossible, et un certain nombre de collectivités ont entrepris de les identifier très spécifiquement, parce qu'il viendra un moment où il faudra peut-être faire les comptes, entre guillemets, et ont décidé d'ajouter aux imputations comptables, à la terminaison de leurs imputations comptables, une imputation spécifique qui permettra, avec les outils informatiques budgétaires dont chaque collectivité dispose, hein, de bien mettre en lumière, et ça pourrait être très utile, les dépenses qui sont strictement liées à la crise sanitaire. Donc voilà ce qu'il en est sur les budgets et les souplesses prévues par les ordonnances. Hein. Virement de crédit entre chapitres sans pour autant passer du fonctionnement à l'investissement, on y reviendra. Possibilité d'augmenter le plafond des dépenses imprévues. Attention pour les virements de crédit, les M14, pour ceux qui ont déjà voté leur budget, ne sont pas concernés. Pour les virements de crédit, c'est l'exécutif. Pour le relèvement des plafonds, du plafond des dépenses exceptionnelles, c'est l'organe délibérant. Autre question qui s'est rapidement posée et pour laquelle l'ordonnance a apporté une réponse assez claire qui concerne le recours à l'emprunt. L'ordonnance prévoit que les délégations qui sont données à l'exécutif, que ce soit pour les communes ou pour les intercommunalités, pour réaliser des emprunts, prennent fin logiquement avec le début de la campagne électorale. Et pour assurer la continuité de service, et notamment la continuité des services publics, ce principe commun, en quelque sorte, a été supprimé. Et l'ordonnance prévoit que ces délégations sont maintenues et sont rétablies. Ce qui veut dire que les maires, les présidents d'intercommunalités à fiscalité propre, en fonction, qui sont maintenus, peuvent continuer à contracter des emprunts. Même chose avec les garanties d'emprunt, puisque certains nous avaient posé cette question. Concernant les lignes de trésorerie, je continue sur le thème de la dette. Je ne reviens pas sur ce que Simon a dit. Beaucoup de collectivités nous ont signalé qu'elles avaient des besoins importants en matière de trésorerie parce qu'elles réorientent autrement leurs dépenses et que les 12e peuvent être insuffisants pour y subvenir. Donc cette question s'est très très rapidement posée de mobiliser des lignes de trésorerie. D'ailleurs, toutes n'avaient pas forcément de lignes de trésorerie. Je rappelle simplement que les possibilités qui sont offertes par les ordonnances ne sont pas cumulatives. Donc, c'est au choix le maximum, si c'est vers le maximum que la collectivité souhaite aller. Souhaites-tu qu'on sonde un peu la salle sur la trésorerie, Claire ? Pardon ? Souhaites-tu qu'on sonde un peu la salle sur la trésorerie ? On avait une question. Oui, peut-être, voilà, très bonne idée. Très bonne idée. Si vous voulez répondre, qu'on voit un petit peu ce que vous en êtes. Rencontrez-vous dans votre collectivité des difficultés de trésorerie ? Bon, je m'attendais un petit peu à ça. Donc, ça répond très vite et ça se stabilise à une très grande majorité. Ah non, non.
Alors, j'attends un peu les réponses du sondage, mais je pense qu'il y a une assez forte inégalité de situation. Voilà, je pense que les plus petites collectivités ont souvent des besoins de trésorerie parce qu'elles n'ont pas une habitude forte de mobiliser des lignes de trésorerie. Pour les collectivités les plus importantes, on voit bien que finalement, ça a été une inquiétude, en tout cas au début, qui a amené l'ordonnance à prendre cette souplesse pour maximiser les plafonds de recours à des lignes de trésorerie, mais l'inquiétude semble être un peu dissipée. En tout cas, c'est ce que dit ce sondage. Là, il y a une autre question importante que beaucoup de collectivités se sont posées très très rapidement, c'est comment, dans cette période d'arrêt des activités, de confinement, comment venir en aide aux acteurs économiques de proximité, comment soutenir financièrement le tissu économique et le tissu associatif local en cette période de confinement. Vous avez été très très nombreux et ces témoignages ont été collectés sur le site de la DCF que vous pouvez aller consulter, à nous faire part des premières initiatives que vous avez pu prendre, le report des loyers, le report des charges quand la collectivité était propriétaire sur des immobiliers, pépinières d'entreprises où elle accueillait des artisans, des indépendants, des petites entreprises. Vous avez été nombreux et très très réactifs aussi, à la fois pour abonder le fonds de solidarité national, les fonds régionaux pour certains, même si la visibilité concernant le fonds national n'est pas toujours optimum, c'est-à-dire que l'aide de la collectivité peut être un peu perdue dans un ensemble important et moins lisible en tout cas. Vous avez été aussi très nombreux pour accompagner des initiatives, soit associatives pour créer des fonds de soutien, venir en appui des chambres de commerce, bref, beaucoup d'abondements de fonds ont été entrepris par les collectivités locales et ce sera intéressant quand on sortira progressivement de ce confinement de comptabiliser et de voir, et on fera le constat, je pense que les collectivités ont véritablement été au rendez-vous de cet appel à la solidarité pour soutenir leur tissu économique et associatif. Ces aides qui peuvent être très importantes peuvent néanmoins être limitées par les marges de manœuvre financières dont disposent les collectivités. Pour le moment, en l'état actuel des textes, ces aides, il n'est pas possible de les inscrire en section d'investissement. Vous avez été très nombreux à nous poser cette question. Seuls peuvent être inscrits en investissement les fonds d'apport au dispositif d'État, au fonds d'aide, au fonds de solidarité nationale, qui peuvent être comptabilisés donc sur un compte 20 ou 2041. Pour le reste, il faut utiliser sa section de fonctionnement. L'orthodoxie, en quelque sorte, budgétaire, considère que l'investissement, les aides en investissement doivent concerner un bien qui est un bien d'investissement et doivent être en lien avec un investissement d'intérêt public. On pourrait d'ailleurs considérer que l'aide au tissu économique relève aussi de l'intérêt public. Alors, pour aller plus loin, les représentants des associations d'élus se sont réunis, ont réfléchi sur différentes possibilités qu'on pourrait actionner et les ont listées dans un courrier envoyé au Premier ministre en lui demandant d'ouvrir des pistes de réflexion pour permettre aux collectivités d'utiliser, au moins dans cette période spécifique, sur des objectifs ciblés, les aides aux entreprises, les achats de masques, les aides à certaines associations en difficulté, comptabiliser ces aides de fonctionnement en investissement. Ces options, pour l'instant, ne sont pas du tout validées. Je vous les livre, mais
on sent bien qu'on se heurte là à la sacro-sainte règle d'or que vous connaissez tous, hein, c'est-à-dire la vie séparée en quelque sorte du fonctionnement et de l'investissement. Et certains élus, d'ailleurs, hein, se sont publiquement élevés pour battre en brèche cette rupture avec cette règle d'or. Alors, quelles sont les pistes sur lesquelles on travaille néanmoins, et je pense qu'il faut continuer à les explorer. Première piste, faciliter la reprise en fonctionnement des excédents d'investissement qui sont constatés au compte 1068, hein, c'est-à-dire de basculer cette recette d'investissement vers le fonctionnement. Ce qui sera possible de faire quand vous aurez, ce qui serait possible, pardon, de faire, il faut utiliser le conditionnel, voter vos comptes administratifs 2019, basculer le FCTVA tout ou en partie pour l'achat de certains types de fournitures. Et là, on pense en particulier aux achats de masques. Et puis, autre possibilité, aller au-delà des 5% qui concerne le déficit de la section de fonctionnement. C'est peut-être cette possibilité-là, finalement, qui pourrait être la plus facile à être explorée. Il y a aussi un dispositif sur lequel on travaille en ce moment, qui est le dispositif d'étalement des charges, qui est assez fermé, qui concerne actuellement les frais d'études, les frais d'organisation et de réorganisation des services, que l'on peut étaler sur 5 ans et basculer pour partie, je ne rentre pas dans les détails des écritures comptables qui sont un peu fastidieux, mais qu'on peut pour partie faire financer par des dotations d'investissement. L'idée, ce serait de l'ouvrir à d'autres charges, mais pour l'instant, ce sont des options sur lesquelles il faut continuer à travailler. Nous sommes d'ailleurs intéressés pour avoir vos retours sur ce que vous en pensez et les idées que vous pourriez avoir, le cas échéant, dans ce sens, pour faciliter la réponse à l'urgence. Ça, c'était côté budget. Côté fiscalité, alors je ne dois pas avoir le bon PowerPoint. Voilà, je vais partir de celui-ci. Désolée Cécile, mais je ne suis pas partie sur le mauvais PowerPoint, mais les choses sont les mêmes. Et... Vas-y, je t'en prie. Bon, alors, beaucoup de questions nous ont été posées sur la possibilité pour une collectivité d'accorder des exonérations fiscales. Tels que les textes sont inscrits aujourd'hui, et je ne vois pas comment d'ailleurs ils pourraient évoluer, hein, les collectivités ne sont pas habilitées à accorder des exonérations fiscales en dehors de celles qui sont prévues par la loi. Ceci étant dit, la loi prévoit un certain nombre de possibilités d'exonération fiscale qui peuvent concerner soit les taxes sur les ménages, TFPB, la CFE, la CVAE, mais qui sont soit liées à des zonages, quartier prioritaire de la ville, zone de revitalisation rurale, le fameux ZORCOMIR, les zones de revitalisation des commerces en milieu rural, donc soit liées à des zonages, et il aurait fallu prendre cette décision en octobre pour son application sur de la fiscalité 2020, soit sur des exonérations très sectorielles. Sont considérés certains, les libraires, certains imprimeurs, certains types d'activités. On a un peu une liste à la Prévert des activités qui peuvent être susceptibles de bénéficier d'une exonération, mais en aucun cas on peut décider d'accorder comme ça des exonérations. Les décisions sont de toute façon à prendre en octobre pour une application l'année suivante. Donc la question pour 2020 est déjà hors jeu. Elle aurait pu se poser pour 2021, le cas échéant. D'autres collectivités réfléchissent à
utiliser, modifier les barèmes de la cotisation minimale à la CFE. Vous savez que la CFE est composée de deux parties, hein. Il y a ceux qui la payent sur leur chiffre d'affaires, et puis dès lors qu'on a un chiffre d'affaires réduit, on est assujetti à une cotisation minimale, et cette cotisation minimale, elle est organisée selon le volume du chiffre d'affaires en différents barèmes. Donc effectivement, il y a une option qui est ouverte pour les collectivités de revoir en octobre pour 2021 l'organisation de ces barèmes et de s'orienter vers des barèmes planchers pour que les entreprises et les indépendants qui sont assujettis à la CFE puissent en bénéficier. Ces décisions, et j'attire votre attention là-dessus, sont quand même assez difficiles d'emploi parce que ça ne va pas être très facile d'avoir une bonne visibilité sur l'effet levier puisqu'il s'agit de mesures globales, donc qui vont s'adresser à toute une catégorie d'acteurs économiques sans forcément cibler ceux qui pourraient en avoir le plus besoin. Et puis, précaution quand même sur la nécessité de se préserver des marges de manœuvre financières pour la reprise. Il est possible que les budgets 2020 soient difficiles, mais il est certain que les budgets 2021 seront très difficiles. Alors, sur cette question-là, quelques premières réflexions sur les effets de la crise sanitaire sur les ressources à court et moyen terme. En matière de dépenses, certes, dans la mesure où les collectivités ne fonctionnent pas à plein régime, il va y avoir des charges qui vont être allégées. Si on a une cantine en régie directe, ben, le fait de ne pas avoir à acheter les repas, bien évidemment, ce sont des charges en moins. On ne chauffera pas les eaux de la piscine, etc., etc. Pour autant, il va y avoir des dépenses nouvelles. Et une part importante de charges structurelles continue à exister, les charges de personnel en particulier. À noter quand même que l'ordonnance a suspendu pour l'exercice 2020 le dispositif de contractualisation financière auquel étaient assujettis, soumis un certain nombre de collectivités, hein, celles qui ont un budget supérieur à 60 millions d'euros. Il faudra se poser la question de la reconduite de ce dispositif de contractualisation pour l'exercice 2021. Et là aussi, les échanges avec vous seront les bienvenus. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que du côté des recettes, que ce soit les recettes fiscales ou les recettes tarifaires, il y a de très très fortes inquiétudes. Alors on fait très attention à la DCF à ne pas développer un discours anxiogène, mais il faut quand même rester lucide hein, sur ce qui va être en mesure de se passer. Les recettes tarifaires, pour certaines, vont être très fortement impactées, notamment pour tous les équipements qui sont ouverts au public. Le versement transport, devenu versement mobilité, est bien évidemment très très lourdement affecté. La taxe de séjour, où il n'est pas possible de suspendre la collecte, mais simplement de la reporter. Il n'est pas possible de suspendre la collecte parce que finalement, les établissements hôteliers, ils collectent cet argent pour le compte des collectivités. Mais cet argent ne leur appartient pas. Il appartient il n'est pas possible de leur redonner ou de leur laisser l'argent collecté parce qu'il a été collecté sur des ménages et que les textes ne permettent pas aux hôteliers de conserver des fonds qui ne leur appartiendraient pas. Donc il faudra se poser la question de l'évolution de la taxe de séjour. Dans l'immédiat, ce que font la majorité des collectivités, c'est elles reportent pour l'instant la collecte. Elle diffère la collecte de la taxe de séjour. Mais il faudra voir en fin d'année comment on s'organise, comment on peut s'organiser pour soulager le secteur de l'hôtellerie sur cette question de la taxe de séjour.
les zones littorales, bien évidemment, sont particulièrement touchées. Et sur l'ensemble de ces sujets, les recettes tarifaires, versements mobilité, etc., les budgets des collectivités pourraient être sollicités pour compenser le manque à gagner. Donc là, la DCF, bien évidemment, suit de façon très attentive ce qui se passe sur l'évolution des ressources concernant les collectivités. Du côté des recettes fiscales, pour l'instant, on a très très peu de données. On peut simplement dire les choses suivantes. Sur la CVAE, a priori, pas tellement d'impact sur l'année 2020. Les entreprises ont payé ou vont payer, quand elles le peuvent, le premier acompte de mai, qui correspond au solde de l'année N-1, donc de 2019. Elles auront 2 autres acomptes à payer en septembre et en fin d'année. Là, la question qu'on peut se poser, c'est que si l'État accorde des dégrèvements ou des reports spécifiques, quel effet y aura-t-il sur les 12e de fiscalité et quelles décisions pourrait être amenées à prendre l'État pour partager la charge financière de ces dégrèvements compte tenu déjà de la facture importante qu'il va être appelé à financer. Pour l'instant, ce sont des réflexions, bien évidemment, rien n'a été statué en la matière. En 2021, la question de la TVA de la CVE va être beaucoup plus cruciale puisque là, la recette de CVE est en lien avec le chiffre d'affaires des entreprises et la TVA. Donc, il va y avoir un effet sur les recettes fiscales des collectivités, sachant qu'on voit bien ici la différence entre les impôts de stock, comme le foncier bâti, qui va continuer à assurer en quelque sorte un socle assez solide, même si bien évidemment les chantiers ont été fortement retardés, seront fortement retardés cette année par rapport aux impôts de flux qui introduisent une plus grande fragilité. Pour les intercommunalités, la compensation sur la taxe d'habitation sera égale à une fraction de TVA calculée sur la base de la TH, la compensation de TH 2020. Et là, il y a une petite attention qui est apportée sur la capacité que va avoir l'administration fiscale à actualiser les assiettes fiscales dans une situation de confinement. Donc, il faudra être très, très attentif pour s'assurer que le produit de 2020, comptabilisé par l'administration fiscale, portera bien, la totalité portera bien sur l'exhaustivité de l'assiette de 2020. Enfin, j'évoquais tout à l'heure les impacts sur la CFE, donc possible glissement d'une tranche tarifaire à une autre suite à la baisse des chiffres d'affaires des redevables. Il faudra voir là quelles sont les décisions qu'auront prises les collectivités. D'autres questionnements qui feront l'objet, je pense, Cécile, d'autres échanges et d'autres webinaires et d'interaction avec vous. L'évolution du dispositif de contractualisation et la façon dont il pourrait être réorienté, j'allais dire, de façon plus coordonnée avec les options préconisées par la DCF et notamment en intégrant une approche qui consoliderait les comptes des communes et les comptes des intercommunalités pour mesurer conjointement, encadrer l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement. Bien évidemment, des questions importantes sur l'évolution de la DGF et les dispositifs de péréquation. En 2020, la DGF est maintenue. Des interrogations sur la DGF 2021, même si là encore rien n'est. Oh, je réponds non.
J'ai répondu oui, j'ai répondu oui. Qu'on pouvait faire dans 2 délibres. On se retrouvera en Info, loi, attends. on se retrouvera en loi de finances. En revanche, on voit bien que tous les territoires ne sont pas égaux face à la crise. Certaines collectivités ont des situations financières plus délicates que d'autres, seront plus touchées par la baisse des recettes tarifaires. Je pense aux collectivités littorales qui sont très en lien avec l'économie touristique. D'autres seront plus impactées par des mouvements sur la CVE. Donc, il faudra vraisemblablement se poser la question de l'évolution des indicateurs de ressources et de charges on s'était déjà beaucoup attardé là-dessus et les élus de la DCF travaillent beaucoup en relation avec le comité des finances locales sur l'évolution de ces indicateurs. Et là, il faudra le regarder à la lumière des effets de la crise. Autre point très important, les relations financières entre les communes et les intercommunalités, que ce soit le fonds de péréquation intercommunale, que ce soit les DSC, que ce soit les fonds de concours, mais aussi les compensations d'attribution. Là, il va falloir se poser la question de la relance des pactes fiscaux et financiers pour les orienter dans le sens de la reprise. Même chose avec les PPI. Il va falloir vraisemblablement développer plus que jamais les observatoires fiscaux et financiers pour remettre à plat les relations financières au sein des périmètres intercommunaux, les relations avec la ville-centre, la question des charges de centralité, la question des charges des communes plus périphériques, le reversement des attributions de compensation alors que les recettes fiscales sont très largement réduites. Donc toutes ces questions sont à nouveau sur la table. Et puis enfin, accompagner la reprise ou la relance en faisant jouer des dispositifs d'aide interterritoriaux et en s'appuyant sur ce que peuvent faire les collectivités entre elles ou ce qui se passe au niveau régional et en revoyant la répartition et les modes de redistribution, de distribution des aides aux collectivités via les fonds nationaux. Je pense en particulier à la DETR et la DSIL. Donc voilà beaucoup de chantiers, Cécile, pour poursuivre cette interaction avec vous. Ce ne sera pas la dernière webconférence, c'est promis. Alors, comme vous pouvez le voir, une fois n'est pas coutume, nous sommes un petit peu en retard. Ça tient un peu du fait que vous soyez nombreux et qu'il y ait beaucoup de questions. Je vous propose de nous concentrer sur quelques questions, notamment à main levée. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Je vois déjà Madame Pawela et Monsieur Gosselmeyer qui ont la main levée. On se concentre donc sur budget et fiscalité, les questions à Claire Delpech. Et puis, tout ce qui n'est pas répondu tout de suite sera répondu par des éléments de réponse que vous recevrez en même temps que le PowerPoint tout à l'heure. Je vais donner la parole à Madame Pawela. Alors, ne bougez pas. Excusez-moi. Madame Pawela a baissé la main. Je vais donc donner la parole à Madame Pascale Garcia. Madame Garcia, je pense qu'on vous entend. Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'ai posé ma question par écrit, je la réitère par oral. Donc, pour mettre en place un fonds d'aide aux entreprises, les élus souhaitent pouvoir bénéficier d'un excédent du budget ordures ménagères qui est très largement excédentaire. Pour cela, nous avons fait une demande à Madame la préfète. On attend la réponse. Pensez-vous que donc ce basculement de une certaine somme, on est sur l'ordre de 350 à 400 000 euros, donc de l'excédent OM vers le budget principal, pensez-vous que ça soit possible? Merci. Alors, comme vous le savez sûrement, l'utilisation des excédents des budgets annexes vers les budgets généraux principaux ne sont pas possibles.
On est dans une mesure d'exception, donc il faudra voir ce que la préfète vous répond et si elle vous donne la possibilité d'utiliser cet excédent. Ceci étant dit, il me semble bien qu'au final, les équilibres, les résultats financiers et les équilibres s'apprécient en intégrant les budgets principaux et les budgets annexes. Donc, c'est peut-être une solution qui vous permettra, in fine, de pouvoir faire bénéficier à votre budget principal des excédents du budget des ordures ménagères. Bien, je te remercie Claire. Alors, s'il y a d'autres questions à main levée, je vois que M. Grussenmayer, que je remercie d'avoir donné quelques réponses sur le chat, lève la main. Je vais vous donner la parole. Dans une seconde, vous pouvez parler. Si vous ouvrez votre micro. Oui, vous m'entendez? Je vous entends. Oui, très bien. Oui, c'est un sujet qui doit concerner beaucoup de monde par rapport aux délégations de services publics, contrats de concession. Actuellement, nous avons suspendu, évidemment, notamment chez nous, tout ce qui est périscolaire, puisqu'il n'y a plus de services. Et par rapport à la suspension du flux financier, comment ça se passe budgétairement, et aussi par rapport à une décision, est-ce qu'il faudrait, j'ai bien lu les explications, vu les explications de M. Moreau avant, mais il me semblait que de plein droit, au vu de l'ordonnance, ces conventions pouvaient être en l'état suspendues sans passer par une délibération forcément ou simplement par une décision du président de plein droit par rapport à l'ordonnance et aux conventions de délégation de services publics. Mais je n'ai pas compris ce que vous vouliez faire exactement. En fait, on a un certain nombre de contributions qu'on verse à nos délégataires, à nos gestionnaires de services publics, qui nous coûtent un certain nombre d'argent, qui sont des montants forcément par essence assez élevés. Et la question, c'était de savoir dans quelle mesure il est possible de suspendre. Alors, c'est peut-être plus une question d'ailleurs d'ordre juridique que budgétaire, puisque budgétairement, ça vient qu'en second volet. Et donc de savoir effectivement dans quelle mesure cette suspension est légale par rapport à un service qui n'est plus rendu, effectivement, mais d'un autre côté, le concessionnaire, le délégataire n'est pas forcément responsable de la situation et je ne sais pas si d'autres personnes sont confrontées à ce type de situation. Je vais vous donner ma première intuition, puis peut-être que Simon Moreau pourra la compléter. Je pense que d'abord, il faut faire attention, évidemment, de ne pas mettre en difficulté, de créer des effets de chaîne et de ne pas mettre en difficulté les délégataires. Mais c'est vrai que dès lors que les services ne sont plus rendus, on peut se poser la question de continuer à verser des fonds aux délégataires. Je pense que c'est le président qui a cette possibilité-là, mais il faudra effectivement le vérifier. Beaucoup de contrats devront peut-être être remis à plat pour faire les comptes, en quelque sorte, de la réalité des charges du délégataire pendant la période de confinement et de ce que la collectivité aura ou non consommé, entre guillemets, du service public pour lequel il y a une délégation. Il me semble en tout cas qu'il faut être très prudent dans la suspension des versements que vous pourriez faire. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on... Un complément, comme m'y invitait Claire. Pardon, excuse-moi Simon, vas-y. Pour notamment dire qu'on a quelques ajustements qui ont été apportés par une autre ordonnance qu'on n'a pas encore mentionnée sur la commande publique. Pour votre question, M. Grussenmayer, sur les délégations, deux choses ont été prévues pour la période. Alors, c'est une période qui court du 12 mars à la fin de l'état d'urgence, plus 2 mois. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, après, on reviendra dans le droit commun. Et donc, pour les DSP, parmi différentes choses, 2 éléments qui ont été introduits. Déjà, lorsque c'est le concédant qui est conduit à suspendre l'exécution d'une concession, il est prévu qu'on suspende tout versement d'une somme au concédant. Et puis, qu'on puisse verser une avance sur le versement des sommes dues par le concédant si la situation de l'opérateur économique le justifie. Ça, c'est la première chose. Et il y a une deuxième disposition, c'est que sans que la concession soit suspendue, cette fois-ci,
le concédant peut être amené à modifier significativement les modalités d'exécution prévues au contrat de DSP. Et dans ce cas-là, ce qui est prévu, c'est que le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l'exécution du fait de la poursuite de l'exécution dans ces nouvelles conditions. Je vous fais un très rapidement résumé. En tout cas, ça, c'est de plein droit tel que c'est prévu par l'ordonnance, sans revenir sur ce que disait ma collègue, en effet, sur le reste du fait du cadre budgétaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme vous le voyez, on a pris pas mal de retard. Éventuellement, s'il y a une dernière question à l'oral, je vous demanderai de lever la main. Je ne crois pas. Alors, Madame Trontin-Berthaud, je vous propose que ce soit la dernière question et que la suite se fasse à l'écrit par des compléments qu'on vous enverra après cette web rencontre, probablement cet après-midi. Madame Berthaud, vous avez la parole. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, alors j'ai une question toute simple. J'ai vu que dans les ordonnances, est-ce que vous avez confirmé que les fonds d'aide, que la participation aux fonds d'aide de l'État pouvait être imputée en investissement? Nous, notre collectivité envisage de participer à un fonds d'aide, mais qui serait mis en place par notre région. Et du coup, est-ce que par extension, on peut supposer qu'on peut l'imputer en investissement aussi, ou comme vous sembliez l'y indiquer, l'investissement est strictement limité au fonds d'aide national? Oui, Madame Trontin-Berthaud, l'investissement, pour l'instant, la possibilité est uniquement réservée au fonds d'aide national. Ok, merci beaucoup. Eh bien voilà, une réponse qu'elle est simple. Simon, je te vois lever la main. Tu veux peut-être compléter? Pour corriger une erreur que j'ai dite tout à l'heure, mais peut-être que tu veux prendre d'abord d'autres questions sur les finances? Je n'en vois plus et je pense que vu l'heure, on peut peut-être finir par compléter à l'écrit, si vous le voulez bien. Il y en a juste une peut-être là pour répondre à Monsieur Sylvain Weber, Cécile, qui demande si les virements de crédit se matérialisent par des arrêtés de virement de crédit signés par le président. La réponse est oui. Voilà. Ah, c'était pas trop long comme réponse. Simon, ton complément? Oui, alors c'est toutes mes excuses à tout le monde. J'ai commencé à vous répondre sur les questions-réponses. Pour ce qui est du quorum, il est bien établi à partir des gens présents, mais également des gens représentés par les pouvoirs. L'ordonnance est venue assouplir encore ce que la loi elle-même avait assoupli. C'est ce qui m'a échappé tout à l'heure quand je vous ai répondu. Donc, toutes mes excuses pour ceci. Voilà, les textes sont compliqués. D'accord. Merci beaucoup, Simon. Eh bien, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir participé donc à cette première web rencontre de la DCF, en l'occurrence en période de crise. Ne vous en faites pas, ce format sera renouvelé à la fois sur des sujets institutionnels et financiers et fiscaux que vous verrez revenir régulièrement pendant les semaines à venir. N'hésitez pas, si vous voulez solliciter certains de ces formats, à nous envoyer des petites suggestions, également des suggestions sur ce format tel que vous l'avez entendu. Nous allons vous envoyer probablement cet après-midi le PowerPoint de cette rencontre ainsi que certains compléments, notamment les questions qui n'ont pas pu être répondues à l'oral ou à l'écrit pendant cette webconférence. On essaiera de vous apporter des éléments de réponse. Voilà, merci à tous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour ceux qui le souhaitent pour une webconférence sur les autorisations d'urbanisme et le droit des sols en période de crise sanitaire, donc à 9h30 également. Et puis la semaine prochaine, lundi 27, pour commencer à réfléchir ensemble au déconfinement sur les territoires, et le mardi 28 sur les questions d'accompagnement des entreprises par les intercommunalités. Merci à tous, très bonne journée à tout le monde. Au revoir tout le monde.